d'intrigantes bulles de plasma semblent flotter autour des pyramides de Gizeh. Bien que cela puisse paraître étrange, clarifions immédiatement une chose. Il n'y a rien ici de surnaturel ni d'extraterrestre. Les bulles de plasma représentent des anomalies atmosphériques qui prennent naissance dans une couche spécifique de l'atmosphère terrestre appelée ionosphère. Cette enveloppe invisible entoure notre planète et s'étend sur une altitude approximative de 80 à 650 km, frôlant la limite de l'espace. Dans cette région, le Soleil, véritable fourneau céleste, chauffe les gaz et les transforme en particules électriquement chargées que l'on nomme plasma. Voici l'aspect captivant. Pendant la nuit, notamment près de l'équateur, ces particules subissent des perturbations. Lorsque certaines d'entre elles disparaissent simultanément en grande quantité, cela donne naissance à une bulle de plasma. Imaginez une vaste poche où le plasma est absent ou fortement réduit. Cependant, pour mériter l'appellation de bulle de plasma, le phénomène doit se manifester à une échelle considérable, avoisinant généralement les 100 km de diamètre. Si vous envisagez déjà un voyage en Égypte, jumelles en main pour inspecter les sommets des pyramides, sachez que ces bulles de plasma sont invisibles à l'œil nu. Elles se forment bien au-dessus de nos têtes. Hors de portée de notre vue, les scientifiques doivent recourir à des instruments spécialisés, tels que le radar ionosphérique de haute latitude, l'ARID, pour les détecter. Cet équipement de pointe permet d'étudier en temps réel le déplacement et la formation des bulles de plasma, un processus qui peut, par ailleurs, être déclenché par des tempêtes solaires. Cela nous conduit à novembre 2023, moment où une tempête solaire remarquable s'est produite. Sur une échelle de gravité allant de 1 à 5, cet événement a été classé G3, correspondant à une intensité forte. Les tempêtes solaires résultent des taches solaires, des zones plus sombres et plus fraîches à la surface du Soleil, qui émettent d'intenses bouffées d'énergie dans l'espace. Ces éruptions ont engendré plusieurs tempêtes géomagnétiques sur Terre. Bien que cela puisse évoquer des scénarios catastrophiques, l'impact sur notre quotidien a été relativement limité. En réalité, ce fut une excellente nouvelle pour les passionnés d'astronomie, car la tempête solaire a donné naissance à des aurores spectaculaires, visibles jusqu'en Grèce et en Turquie. Cependant, cette tempête particulière de 2023 a également entraîné une autre conséquence remarquable. Elle a produit la plus grande bulle de plasma jamais enregistrée par le LARID. Ce phénomène, d'une ampleur inédite, s'étendait sur des régions aussi reculées que les pyramides d'Égypte et les îles Midway dans l'océan Pacifique. Une telle distance est impressionnante, et ce phénomène représente un enjeu crucial pour la science. Les bulles de plasma posent en effet une menace croissante pour les technologies modernes. Selon les experts, elles peuvent perturber les communications satellitaires et les systèmes de navigation GPS. Ainsi, si vous utilisez Google Maps ou Waze et qu'ils perdent soudainement votre localisation, une bulle de plasma pourrait en être la cause. Nous comprenons donc désormais ce qui se passe avec ces bulles détectées au-dessus des pyramides de Gizeh. Cependant, les mystères ne s'arrêtent pas là. L'intérieur de la pyramide de Khéops révèle des phénomènes encore plus intrigants. Il semblerait qu'elle possède la capacité de concentrer l'énergie électromagnétique en son sein. Il y a quelques années, une équipe de chercheurs a voulu étudier ce phénomène en exposant cette architecture ancienne à des ondes radio. Ces ondes, semblables à celles utilisées par nos téléphones mais beaucoup plus longues, atteignent jusqu'à 600 mètres. Ne pouvant bombarder directement la pyramide avec ces ondes, les scientifiques ont opté pour une alternative plus pratique, la modélisation informatique. Grâce à ces simulations, les chercheurs ont mis au jour une découverte stupéfiante. La Grande Pyramide est capable de concentrer l'énergie électromagnétique non seulement dans ses chambres internes, mais aussi sous sa base, là où se situe une chambre inachevée. Par concentré, il faut comprendre quelque chose comme emprisonner. Prenons un exemple. Lorsque vous criez dans une grotte, vous entendez votre voix en écho. Les ondes sonores ne se dissipent pas immédiatement. Elles rebondissent et se focalisent. De la même manière, quand des ondes radio touchent la pyramide, elles ne se contentent pas de la traverser ou de l'éviter. Elles sont absorbées, rebondissent, puis se concentrent à l'intérieur et sous la pyramide. La liste des mystères entourant les pyramides égyptiennes ne s'arrête pas là. À l'intérieur de la Grande Pyramide, un long passage étroit conduit à ce qu'on appelle la chambre du roi. Située au cœur même de la structure, cette pièce est supposée avoir abrité la dépouille du pharaon Khéops, le souverain à l'origine de cette construction, dont le règne remonte à plus de 4000 ans.
Lorsque l'on pénètre dans la chambre du roi, deux éléments frappent immédiatement. L'acoustique remarquable du lieu et sa structure massive, intégralement revêtue de granit rouge. Ces deux caractéristiques semblent désormais reliées selon les conclusions de certains scientifiques. En effet, ils suggèrent que la chambre du roi pourrait capter ou amplifier l'énergie sonore provenant des autres parties de la pyramide. Autrement dit, cette salle aurait été spécifiquement conçue pour intensifier le son d'une manière unique à l'intérieur de l'édifice. Pour vérifier cette hypothèse, les chercheurs ont réalisé une expérience en chantant dans la chambre de la reine, située juste en dessous de la chambre du roi. Le résultat fut surprenant. La musique n'était pas perceptible dans les pièces souterraines inférieures, mais résonnait de façon claire et puissante dans la chambre du roi. Une hypothèse pour expliquer ce phénomène repose sur le type de pierre utilisé dans la chambre du roi, le granit rose. Ce matériau est reconnu pour ses propriétés piézoélectriques, ce qui signifie qu'il peut absorber l'énergie de son environnement, comme les vibrations sonores, et la transformer en énergie électrique. Cela implique que l'acoustique particulière de la chambre ne dépend pas seulement de sa forme, mais aussi du rôle actif joué par le granit dans l'amplification et la concentration des ondes sonores. Ces découvertes, selon les scientifiques, ouvrent de nouvelles perspectives de recherche sur les potentialités de la pyramide. Les anciens Égyptiens auraient-ils été capables d'exploiter l'énergie produite par les ondes sonores ou les vibrations naturelles de la Terre? Bien que cela puisse sembler improbable, les propriétés piézoélectriques du granit, bien documentées par la science moderne, rendent cette hypothèse plausible. Peut-être n'avons-nous fait qu'effleurer les véritables capacités des pyramides. Et si cela ne suffisait pas, d'autres éléments intrigants méritent notre attention, notamment l'emplacement parfait des pyramides. Il semble que leur constructeur ait aligné la pyramide de Khéops sur les points cardinaux, avec une précision quasi parfaite par rapport aux directions nord, sud, est et ouest. De nombreuses théories existent sur la manière dont ils ont accompli cet exploit. Mais une étude suggère qu'ils auraient utilisé l'équinoxe d'automne pour s'assurer de cet alignement. Lors de l'équinoxe, le soleil se lève et se couche précisément à l'est et à l'ouest, ce qui aurait grandement simplifié la tâche des bâtisseurs. En observant le soleil à cette période, ils auraient pu positionner les pyramides avec une précision remarquable. En prenant en compte ces faits étranges, l'alignement parfait, la capacité à concentrer les ondes radio et l'utilisation de matériaux susceptibles de générer de l'énergie électrique, il est légitime de se demander si les pyramides n'étaient pas destinées à remplir des fonctions bien plus complexes que de simples tombeaux. Nikola Tesla partageait cette idée. On raconte que l'inventeur et ingénieur célèbre nourrissait une fascination pour les pyramides égyptiennes et se demandait si elles pouvaient être des transmetteurs d'énergie géants. Selon lui, leur forme et leur position auraient pu les transformer en générateurs colossaux, capables de produire une énergie gratuite et illimitée. Certains chercheurs modernes soutiennent cette théorie, affirmant que ces monuments pourraient avoir été conçus comme d'immenses centrales électriques. Ils suggèrent que les constructeurs auraient peut-être découvert comment manipuler les ions, ces particules électriquement chargées présentes dans l'atmosphère, grâce à des matériaux comme le cuivre, l'or et l'argent disposés autour des pyramides. Ainsi, il est tout à fait envisageable que les anciens Égyptiens aient mis au point une source d'énergie durable et renouvelable. Toutefois, malgré l'attrait de cette idée, nous ne sommes pas encore parvenus à la vérifier, laissant la véritable fonction des pyramides parmi les plus grands mystères de l'humanité. Voici une nouvelle. La plus ancienne pyramide du monde a été construite pendant la dernière période glaciaire, et elle ne se trouve pas en Égypte. Il semblerait que nos ancêtres aient érigé une pyramide vieille de 27 000 ans à Java Ouest. Gunung Padang n'a pas l'air d'une vraie pyramide au premier abord, c'est plutôt une colline avec d'énormes pierres éparpillées partout. Mais les gens du coin semblent vénérer le site, et ce depuis des siècles. Ce n'est que récemment que les autorités indonésiennes ont décidé de creuser un peu plus profondément pour en savoir plus. Ils ont fini par trouver les vestiges d'une société humaine. C'était plutôt inattendu, car la butte est assez haute. La seule certitude qu'on a tirée de ces fouilles est qu'il y avait des humains dans la région en 45 avant Jésus-Christ, ce qui semble raisonnable. Il revenait à un géologue indonésien nommé Danny Hillman de prouver que Gunung Padang fut la première pyramide du monde. Il a utilisé toutes sortes de nouvelles technologies pour essayer de le démontrer. Notre ami a utilisé la datation au carbone, creusant profondément sur le site pour extraire de gros morceaux de matière à analyser. Et il a découvert d'innombrables strates de pierre façonnées.
Comme si en creusant sous Rome, on découvrait des tonnes de bâtiments enfouis. D'après ses recherches, il y avait des cavernes, et dans ces cavernes, des salles. Ce qui prouvait selon lui que des hommes étaient passés par là. En ce qui concerne les roches situées en haut du monticule, elles furent probablement placées là stratégiquement par ceux qui vivaient sur le site. Ils avaient besoin d'un endroit pour méditer, ils ont donc arrangé les choses de manière harmonieuse. Leur surface lisse ne serait pas le résultat d'une érosion séculaire, mais du travail de grands sculpteurs, les Michel-Ange de leur époque. Si tout cela est vrai, alors les civilisations humaines ont commencé bien plus tôt que nous le pensions. Nos ancêtres, les humains du Paléolithique, n'avaient pas ce qu'il fallait pour être considérés comme civilisés. Ils n'avaient ni les outils ni les connaissances pour construire des pyramides. Ils auraient eu besoin de certaines compétences en maçonnerie, et c'est peu dire qu'on en manquait sérieusement à cette époque. Nombreux sont ceux qui doutèrent de Hillman. Sa théorie était séduisante, mais il n'avait pas de preuves, ni charbon de bois, ni fragments d'os. Il n'avait rien. Flint Dibble, un autre archéologue, a déclaré que sans preuve concrète d'activité humaine, on ne peut pas parler de véritable pyramide. Toutes ces données prouvent seulement que le sol du monticule remonte à 27 000 ans. Il pense que les roches situées au sommet ont simplement glissé au bas de la colline, comme le font normalement les roches. Seule une société très avancée aurait réussi à construire une telle pyramide à degrés. Et selon Bill Farley, un archéologue américain, il n'y a tout simplement aucune raison de croire qu'il y avait des sociétés humaines en Indonésie lors de la dernière période glaciaire. Pour info, la plus ancienne société connue possédant ce type de connaissances remonte probablement à 11 000 ans. Elle occupait la région de l'actuelle Turquie. Regardez ça, voici le Göbekli Tepe. Ce n'est pas non plus une pyramide, mais c'est la plus ancienne construction monolithique réalisée par des humains. Retour à la période néolithique. Pas mal de gens s'étaient installés dans le coin. Nous avons des preuves de cela. Par exemple, les murs y sont couverts de dessins représentant des vêtements et des animaux sauvages. Jusqu'à récemment, c'est la pyramide de Djesser en Égypte, une construction à 3 côtés, qui détenait le titre de la plus ancienne pyramide du monde. Djesser est située à quelques kilomètres au sud du complexe de Gizeh, dans une ville appelée Saqqara. Elle a fait plusieurs apparitions dans la culture populaire. Au XVIIIe siècle, on la trouvait couramment dans les peintures européennes. Les jeunes hommes de l'élite culturelle faisaient un grand tour du monde et Saqqara était souvent en tête de liste. On la trouve également dans le jeu vidéo Assassin's Creed. Et sa représentation numérique y est bien plus précise que dans de nombreux dessins historiques. Construire des pyramides était une grosse affaire en Égypte ancienne. Les rois devaient y passer leur après-vie. Et si vous pensiez que la pyramide de Khéops était la plus ancienne au monde, eh bien Djeser a en réalité 70 ans de plus qu'elle. Le développement de nouvelles technologies a permis aux archéologues de faire des découvertes révolutionnaires. Et une nouvelle, ou plutôt ancienne, pyramide en Amérique du Sud pourrait remporter le titre tant disputé. Les pyramides étaient également très à la mode dans l'Amérique de l'ancien temps. Parmi elles se trouvent les emblématiques pyramides du complexe de temples de Tikal au Guatemala. Ce sont celles que l'on peut voir dans Star Wars numéro 4. Mais pour trouver la plus ancienne pyramide des Amériques, il faut voyager au Pérou. Au plus profond du désert péruvien, des archéologues sont tombés sur une vaste métropole ancienne connue sous le nom de Caral. Au début, ils ont pensé que le site était assez récent, car sa complexité aurait demandé un développement technologique que les anciens ne possédaient pas. Comme nous l'avons dit, Caral est situé dans le désert, comme Las Vegas, mais sans tout le bling-bling. L'accès à l'eau y est donc difficile. Et pour que des villes comme celle-ci prospèrent, il faut un système d'irrigation considérable, d'où la nécessité de technologies complexes. Les Péruviens nous ont vraiment surpris avec cette découverte. Leur site était immense, avec un amphithéâtre, des maisons et des bâtiments religieux. L'ensemble s'étendait probablement sur 150 hectares. Et lorsque les scientifiques ont testé leur hypothèse initiale en utilisant la datation au radiocarbone, ils ont découvert que la ville avait probablement vu le jour vers 2027 avant notre ère. Sur le site, les archéologues ont trouvé 6 pyramides qui pourraient éventuellement être antérieures à celle de Saqqara. D'après ce qu'on sait, 2 civilisations coexistaient à cette époque, dans des parties opposées du monde. Mais comme les chercheurs ne peuvent pas préciser l'âge exact des pyramides de Caral, il est assez difficile de savoir quelle civilisation a terminé sa pyramide en premier. Si seulement nous avions une boule de cristal. Il se trouve que la forme d'une pyramide est quelque chose que la nature peut produire toute seule. Ce qui a de quoi pas mal déconcerter les humains modernes. Un exemple classique
est le site japonais de Yonaguni, également connu sous le nom de l'Atlantide du Japon. Le monument dans son ensemble fait environ la taille de 5 terrains de football et s'élève aussi haut qu'un bâtiment de 5 étages. Les explorateurs et les scientifiques pensent que Yonaguni remonte à 10 000 ans. Pour le plus grand géologue marin du Japon, le professeur Masaki Kimura, Yonaguni est le patrimoine d'une civilisation perdue. Kimura a plongé plus d'une centaine de fois au cours des 10 dernières années pour explorer ces ruines. Selon lui, on y trouve des signes clairs d'activité humaine. Regardez cette piscine en forme de triangle sur la surface du monument. Kimura pense que c'est une preuve réelle de la présence humaine, car cette concavité triangulaire est un symbole historique des fontaines d'eau de la région. Comme c'est souvent le cas, tous les scientifiques ne sont pas du même avis. Pour beaucoup, Yonaguni est probablement le résultat de milliers d'années d'érosion. Et le fait que le monument soit constitué d'un énorme rocher les conduit à croire qu'il n'est pas d'origine humaine. Certes, ces énormes colonnes de basalte nous font penser aux ruines d'un palais, mais elles sont très probablement le résultat de l'intense activité volcanique de la région. Et au sujet de formations naturelles qui ressemblent à des créations humaines, on a beaucoup parlé d'une certaine pyramide martienne récemment. Cela fait un moment que nous essayons de prouver qu'il y a de la vie sur la planète rouge. Mais certains vont vraiment trop loin. Ils disent que de petits êtres verts ou gris ont construit une pyramide sur Mars et que ce serait la preuve qu'une civilisation existe. Cette photo a été prise il y a plus d'une décennie par le Mars Reconnaissance Orbiter, ou MRO. Mais elle a commencé à refaire surface récemment. On y voit ce qui ressemble à une pyramide à 3 côtés. Certains prétendent que les surfaces lisses de la pyramide ne peuvent y résulter que d'un travail extraterrestre. Mais ensuite la science intervient et nous explique que Mars abrite l'un des systèmes de canyons les plus profonds de tout le système solaire. La soi-disant pyramide est située dans ce que l'on appelle le secteur de Kandor-Chasma. Cette région martienne compte tout un tas de formations similaires qui ne sont rien de plus que le résultat de l'érosion. Il n'y a apparemment rien de surnaturel là-dedans. Que fait un bateau au beau milieu du désert? On s'attendrait plutôt à retrouver un navire près des côtes. Cette question a préoccupé les archéologues pendant des décennies. En 1988, une tempête s'est abattue près de l'un des sites archéologiques majeurs de l'Égypte ancienne. Une structure en bois est alors apparue, dégagée des sables. Elle avait été rongée par les termites, mais les scientifiques étaient résolus à percer son mystère. En l'an 2000, les fouilles ont débuté à proximité d'Abydos, et une équipe d'experts américains a rapidement découvert un bateau de 21 mètres de long. Cependant, cette découverte n'était pas isolée, puisqu'ils ont mis au jour 14 autres embarcations, soigneusement alignées les unes à côté des autres. L'état de ces navires a rendu leur extraction complète impossible, mais, heureusement, le bois était suffisamment bien préservé pour y prélever un échantillon. Les analyses ont révélé que ces bateaux dataient d'environ 5000 ans, faisant ainsi de cette flotte la plus ancienne de l'histoire humaine connue à ce jour. La période de leur construction remonte à 5 siècles, avant l'édification des pyramides de Gizeh. Chaque navire était abrité dans une chambre voûtée, parfaitement adaptée à ses dimensions. Cette pièce mesurait environ un tiers de la taille d'un court de tennis, et était entouré de murs en briques de boue, ornés de plus de 120 représentations de bateaux. Ces dessins avaient été incisés sur des murs blanchis à la chaux, remarquablement préservés au fil du temps. Les scientifiques sont au fait de l'existence de ces chambres mystérieuses depuis plus d'un siècle, période durant laquelle un archéologue britannique, Arthur Weigall, a découvert une structure intrigante à l'ouest du Nil. Son équipe a eu un aperçu des murs intérieurs, mais une partie du toit s'est malheureusement effondrée, les contraignant à interrompre leur exploration. Bien que les chercheurs aient abandonné le site, son emplacement a continué d'être inscrit sur les cartes. La position des bateaux a d'abord amené les scientifiques à penser qu'ils se trouvaient sur une rive du Nil. Cependant, cette théorie présentait une faille. Actuellement, le fleuve s'écoule à près de 11 km à l'ouest d'Abydos. Des recherches supplémentaires sur le terrain environnant ont révélé que le Nil n'avait pas changé de cours au fil de l'histoire. De plus, si les bateaux avaient flotté près d'un quai, leur position aurait été instable. Or, les 14 embarcations découvertes à Abydos étaient parfaitement alignées les unes par rapport aux autres. Une seule conclusion pouvait être tirée de cette situation. Quelqu'un les avait délibérément disposées ainsi, ce qui impliquait un effort considérable. Chaque bateau pouvait accueillir jusqu'à 30 rameurs, prouvant ainsi qu'ils étaient adaptés à la navigation. Il ne s'agissait pas de simples maquettes, mais les chercheurs doivent encore déterminer s'ils ont effectivement navigué sur des étendues d'eau de l'Égypte ancienne. Cela n'enlève rien à l'importance de cette découverte. Auparavant, les archéologues n'avaient mis au jour que des modèles réduits.
Dans le tombeau de Toutankhamon, par exemple, on dénombre 35 maquettes de bateaux. Et pendant une longue période, ces figurines constituaient les seules indications sur l'apparence des navires de l'Égypte ancienne. La conception de ces bateaux atteste de leur authenticité. Ils constituent les plus anciens exemples connus de ce que l'on appelle des bateaux construits. Dans l'Antiquité, les gens réalisèrent des embarcations primitives, en creusant de grands troncs d'arbres, tandis que l'alternative consistait à assembler des roseaux pour former un radeau. Mais les bateaux découverts à Abydos étaient composés de planches attachées ensemble. Cette découverte a marqué une avancée significative dans le domaine de la construction navale. À leur époque, ces bateaux devaient être impressionnants, car le bois représentait une ressource précieuse. Dans le désert, il n'y avait pas de bois, et le cèdre devait être importé du Liban. Seul le pharaon pouvait se permettre un tel luxe. L'étude de la zone entourant l'ancienne flotte a également apporté des éclaircissements supplémentaires. Les scientifiques ont découvert une structure en briques de boue dédiée au culte du pharaon, et sa date de construction approximative coïncide avec celle des bateaux en bois. Les mêmes briques utilisées pour édifier ce bâtiment ont également servi à enfermer la flotte. Lors de leur construction, les salles qui les abritaient étaient dotées d'un plafond, une section que les archéologues ont mise au jour au début du XXe siècle. Tout comme les momies dans leurs sarcophages, ces magnifiques navires reposaient à l'intérieur de voûtes splendides. L'extérieur de ces salles était tout aussi impressionnant. À l'origine, les murs extérieurs étaient revêtus d'un enduit en calcaire blanc qui avait la capacité de réfléchir la lumière. Sous les rayons du soleil désertique, la structure abritant les bateaux devait resplendir à des kilomètres à la ronde. Les bâtisseurs égyptiens anciens ont employé la même méthode pour recouvrir les pyramides 5 siècles plus tard. Aujourd'hui, leur surface apparaît en dents de scie, mais cela n'a pas toujours été le cas. Lors de leur construction, les pyramides présentaient une fine couche supérieure de calcaire blanc, dont la surface lisse scintillait sous la lumière du soleil. Plutôt que d'avoir des marches, la couche extérieure des pyramides se présentait davantage comme une pente élégante. Les archéologues aussi se posaient une ultime question. À quel pharaon appartenait cette flotte? La réponse se trouvait à moins de 2 km du site, à l'emplacement du tombeau d'un pharaon de la 5e dynastie, le roi Sésostris III. La période et le style de construction de ce dernier coïncidaient avec ceux des chambres contenant les bateaux. La fin de son règne pourrait expliquer comment ces embarcations ont fini en plein désert. Il est probable que le pharaon soit mort dans le nord de l'Égypte, puis que son corps ait été transporté le long du Nil jusqu'à Abydos, dans une majestueuse procession de bateaux décorés. Les vaisseaux furent ensuite descendus dans des chambres situées près du lieu de dernier repos de leurs propriétaires, ce qui revêtait une signification symbolique. Dans la croyance des anciens Égyptiens, les navires occupaient une place centrale. Leur divinité suprême, le dieu Ré, parcourait le ciel durant la journée sous la forme du soleil, tandis que la nuit, il naviguait à travers le monde souterrain dans une barque solaire. Le pharaon s'identifiait à Ré, ce qui expliquait son besoin d'embarcation dans l'au-delà. Elle représentait le seul moyen de se régénérer, tout comme le soleil se lève chaque jour à l'horizon. Cette croyance perdura pendant des millénaires. Un pharaon emblématique, Khéops, possédait également un navire, découvert par des scientifiques en 1954 à proximité de sa pyramide à Gizeh. Ce dernier est environ 4 siècles plus récent que la flotte d'Abydos, mais le bateau de Khéops était presque 2 fois plus long. La grande pyramide de Gizeh et le tombeau de Toutankhamon figurent parmi les découvertes archéologiques les plus célèbres d'Égypte. Pourtant, de nombreux secrets demeurent enfouis sous les sables infinis du Sahara. Récemment, en 2020, des archéologues ont mis au jour une ville perdue, qualifiée de plus importante découverte depuis celle du tombeau de Toutankhamon en 1922. La ville d'Aton, âgée d'environ 3000 ans, suscite l'espoir des historiens d'obtenir un aperçu de la vie quotidienne des anciens Égyptiens. L'archéologue et égyptologue renommé Zahi Hawass a décrit ce site comme une cité d'or oubliée. Aton se situe à environ 500 km au sud du Caire, la capitale égyptienne, et se trouve à proximité de la célèbre vallée des rois. Les archéologues ont d'abord découvert des sections de murs en briques de boue qui s'étendaient dans toutes les directions. Puis, ils ont mis au jour des pièces complètes contenant des outils du quotidien. L'équipe de fouilles a également révélé une boulangerie, un quartier résidentiel et un district administratif, tous datant de l'époque où la civilisation égyptienne était à son apogée. Ils ont également été les pionniers dans la fabrication d'objets en fer. En 1911, des scientifiques ont découvert un ensemble de perles en fer près du village d'El Gerzeh en Basse-Égypte. Ces perles représentent les plus anciens artefacts en fer connus à ce jour. Cette découverte est proprement fascinante,
car les anciens les ont créées en martelant un morceau de météorite. Ces 9 perles faisaient autrefois partie d'un collier élaboré. Aujourd'hui, elles sont corrodées et noircies, ce qui est parfaitement normal pour un bijou datant de plus de 5000 ans. Composé d'un alliage de fer et de nickel, ces perles témoignent du savoir-faire exceptionnel des anciens bijoutiers. Leur habileté est d'autant plus remarquable qu'ils ignoraient l'origine stellaire du matériau utilisé. La pyramide de Khéops présente également une caractéristique remarquable. Avant d'aborder le pourquoi et le comment de la présence de pyramides dans le monde entier, parlons de quelques exemples. Je commencerai par la pyramide du Soleil au Mexique. Ces gens savaient vraiment comment construire une ville. Leur centre urbain bien planifié s'étendait sur plus de 1800 hectares et comportait plusieurs pyramides. Mais la pyramide du Soleil est la plus impressionnante. Cette structure gigantesque a été édifiée en l'an 100 de notre ère et est l'une des plus grandes constructions de ce type dans tout l'hémisphère occidental. Elle s'élève à 66 mètres au-dessus du sol. Si vous vous retrouvez un jour dans cette ancienne cité, vous ne pourrez pas manquer la pyramide du Soleil. Elle se trouve juste à l'est de l'allée des Morts, la principale rue nord-sud de la ville. Pour construire cette incroyable pyramide, environ 765 000 mètres de matériaux ont été utilisés, dont une roche volcanique rouge appelée Tézontl. Impressionnant, non? Nous en savons assez peu sur ceux qui ont construit cette pyramide et sur sa fonction, mais les archéologues pensent qu'il y avait autrefois un temple à son sommet. Dans les années 70, ils ont découvert un certain nombre de tunnels et de mystérieuses salles dans son sous-sol. En 2011, ils ont même trouvé une cachette contenant des pots en argile, des morceaux d'obsidienne, des os d'animaux, des figurines humaines et même un masque. Qui sait quels autres secrets se cachent dans cette pyramide? Si vous décidez de la visiter, vous devrez gravir les 248 marches inégales qui se trouvent sur sa face ouest. N'allez pas trébucher. Le Soudan a aussi ses pyramides. Les pyramides nubiennes ne sont pas aussi grandes que celles d'Égypte, mais il y en a quand même environ 200. Ces anciennes pyramides ont abrité pendant près de 1000 ans les tombes des pharaons du royaume de Méroé, qui régnait sur l'Égypte de la Nubie à la mer Méditerranée. Les pyramides de Méroé ont été construites en granit et en grès rougeâtre. Et saviez-vous que le Soudan possède plus de pyramides anciennes que l'Égypte? Les pyramides couchites témoignent de l'architecture indigène et des traditions funéraires des royaumes de Napata et de Méroé en Nubie, que l'Égypte ancienne a influencé. Méroé, où ont été enterrés plus de 40 reines et rois, est le site pyramidal nubien le plus étendu. Les murs des tombes représentent des rois momifiés parés de bijoux, leurs coffrets en bois contenant des arcs, des carquois de flèches et d'autres objets témoignant des relations et des échanges commerciaux avec les civilisations égyptiennes et grecques. Si vous souhaitez explorer des tombes anciennes, vous pouvez donc éviter les foules en Égypte et vous rendre au Soudan. Envolons-nous vers l'Irak à la découverte d'autres pyramides. Les ziggourats sont composés de strates successives et de temples étagés. Au lieu de murs lisses et droits, elles ont des étages, comme des gâteaux, qui permettaient la réalisation de travaux et la tenue de rituels importants. Ces structures imposantes sont disséminées dans tout l'Irak et l'Iran. Elles témoignent de la puissance et des compétences des peuples qui les ont construites. L'une des plus grandes et des plus impressionnantes ziggourats est celle d'Ur. Il s'agit d'une pyramide rectangulaire géante de 20 à 30 mètres de haut, surmontée de 3 niveaux de terrasse et d'un temple. Pouvez-vous imaginer le nombre de briques cuites qu'il a fallu pour construire cet édifice? 720 000 pour la seule partie inférieure. Cette ziggourate a été construite pour le roi sumérien Ur-Nama. Comme les autres, elle existe depuis des milliers d'années, ce qui explique qu'elle ait été un peu malmenée. Heureusement, le roi babylonien Nabuchodonosor II et quelques archéologues sont venus à sa rescousse, respectivement au VIe avant notre ère et au XXe siècle. Aujourd'hui, elle se trouve près de la base aérienne de Talil.
La ziggourate d'Ur a été construite en 2100 avant notre ère par le roi Ur-Nama, pour le dieu de la lune Nanna. C'était le plus haut bâtiment de la ville et on pouvait le voir à des kilomètres à la ronde. Il ressemblait à la flèche d'une cathédrale médiévale. Les gens y apportaient leur surplus agricole et obtenaient leur lot de nourriture en retour, mais c'était aussi un lieu spirituel. Malheureusement, le temple de Nanna, situé au sommet de la ziggourate, n'a pas survécu, mais nous possédons quelques briques bleues, vernissées, qui pourraient avoir fait partie de son décor. Les parties inférieures de la ziggourate sont tout de même étonnantes. Les architectes ont même percé des trous dans l'extérieur du temple pour permettre à l'eau de s'évaporer. Maintenant que nous avons exploré quelques-unes des pyramides de notre planète, élargissons notre perspective. On en trouve dans de nombreuses régions du monde. L'Égypte compte plus de 100 pyramides. Le Soudan en a le double, et des dizaines d'autres sont disséminées au Moyen-Orient et en Chine. Mais c'est en Amérique que l'on trouve le plus grand nombre de pyramides. Il y en a plus là-bas que dans toutes les autres parties du monde réunies. Ces pyramides sont situées au Mexique, au Guatemala, au Honduras et au Salvador. Voici un aperçu de l'évolution des pyramides au cours de l'histoire. La plus ancienne se trouve en Égypte. Il s'agit d'une pyramide à degrés, constituée de couches de pierres superposées. C'est au pharaon Snéfrou que l'on attribue la création de ce type de pyramide très connu. Au cours de son règne de 45 ans, il a construit 3 pyramides. Ses 2 premières tentatives ont échoué, mais il a finalement réussi avec la pyramide rouge, qui est considérée comme la première vraie pyramide. C'est son fils, Khéops, qui construisit la grande pyramide de Gizeh, la plus haute construction humaine sur Terre pendant près de 4000 ans. Les pyramides d'Amérique latine sont semblables aux premières pyramides à degrés égyptiennes, mais elles ont été construites indépendamment les unes des autres. Les pyramides du Soudan ont été construites vers 700 avant notre ère. Elles sont hautes, mais beaucoup plus étroites que celles d'Égypte. Comment toutes ces civilisations ont-elles pu construire ces édifices sans communiquer entre elles? Après tout, les Aztèques, les Mayas et les anciens Égyptiens étaient aussi différents que possible. Mais malgré leurs différences culturelles, ils semblaient tous d'accord sur une chose. Les pyramides étaient plutôt cool. Les pyramides à degrés sont présentes dans le monde entier parce que c'était le type de structure le plus pratique et le plus stable. Elles pouvaient être construites en hauteur sans matériaux légers comme le bois ou le métal. La forme triangulaire avec une base carrée est extrêmement stable comparée à une structure cubique qui nécessiterait plus de matériaux pour une hauteur moindre. En ce qui concerne la conception des pyramides, celle d'Égypte ressemblait à des triangles géants avec une base carrée, des côtés lisses et un sommet pointu. En revanche, les Aztèques et les Mayas ont préféré l'aspect d'un gâteau à étages, avec des marches menant à une plateforme au sommet. Ainsi, bien que toutes ces pyramides aient la même base, elles ont chacune leur propre style. Chaque groupe a construit ces pyramides en utilisant des inclinaisons, des techniques et des matériaux différents. Ainsi, même s'ils se sont parfois inspirés du travail des autres, ils sont restés originaux. Les pyramides égyptiennes avaient des faces lisses et inclinées conçues pour favoriser l'ascension de l'âme du pharaon. La pyramide du soleil a été construite au-dessus de grottes qui servirent de passage aux divinités. Les Mayas ont construit le temple de Kukulkan à Chichén Itzá pour honorer cette divinité que l'on représente généralement sous la forme d'un serpent. Surnommé El Castillo, il comporte 91 marches de chaque côté ainsi qu'une plateforme, soit 365 marches, une pour chaque jour du calendrier maya. Dites-moi les amis, comment les pyramides ont-elles été conçues? Pour commencer, ce sont des humains qui les ont construites, et non des extraterrestres débarqués sur Terre en soucoupe volante. Vous voyez, une chose que toutes les pyramides ont en commun, c'est qu'elles ont été bâties sans outils avancés, et parfois même sans roues. Les ouvriers, qualifiés ou non, étaient nombreux, ainsi que les architectes. Par exemple, on estime qu'il fallut 20 000 personnes pour la grande pyramide de Gizeh, et que la plupart étaient de fins artisans. La construction d'une pyramide était une entreprise de grande envergure qui nécessitait des années de planification et d'efforts. Celle de Cholula, au Mexique, a nécessité 600 ans de travail.
Les rayons X sont un type de rayonnement invisible, capable de traverser nos corps ainsi que les objets solides. Ils sont cruciaux dans le domaine médical, car ils permettent aux médecins de voir à l'intérieur de notre organisme sans avoir à y pratiquer d'intervention chirurgicale. Voyons maintenant comment fonctionnent ces fameux rayons X. Ces derniers consistent en une sorte de rayonnement électromagnétique, tout comme la lumière ou les ondes radio. Cependant, leur niveau d'énergie est bien plus élevé que celui des ondes lumineuses, ce qui leur permet de traverser des objets au travers desquels la lumière ne pourrait jamais passer. Imagine que tu disposes d'une puissante lampe de poche. Si tu t'en sers pour éclairer à travers un mur, la lumière ne passera pas, car le mur est trop épais. Mais les rayons X ont suffisamment d'énergie pour traverser les murs, et même notre corps. La découverte des rayons X s'est produite accidentellement à la fin du 19e siècle. Un scientifique expérimentait alors avec les rayons cathodiques, qui sont un type de rayonnement distinct. Pendant qu'il travaillait dans son laboratoire, il a remarqué qu'un écran fluorescent situé à proximité commençait à briller, et ce, alors qu'il n'était pas directement exposé aux rayons cathodiques. Il s'est aperçu que quelque chose d'invisible était à l'origine de cette fluorescence. Et il a résolu de nommer cette chose rayon X, car X est le symbole mathématique de l'inconnu. Il a poursuivi ses expériences avec de tels rayons et a découvert qu'ils étaient capables de traverser de nombreux objets, comme la chair et les os, mais pas des matériaux plus denses comme le métal. Il a également découvert que les rayons X pouvaient créer des images sur des plaques photographiques, tout comme un appareil photo saisit des clichés sur une pellicule. La façon dont tout cela fonctionne est proprement fascinante. Imagine que tu te trouves devant une lumière vive et que tu tiennes ta main devant ton visage. Ta main bloque la lumière et tu ne peux pas voir au travers. Mais si tu places une feuille de papier de soie devant ta main, une partie de la lumière passera et tu pourras distinguer le contour de ta main. Les radiographies fonctionnent de la même manière. Lorsqu'un médecin veut prendre une radiographie d'une partie de ton corps, il te demande de te tenir debout ou de t'allonger à côté d'un appareil. Cet appareil est équipé d'une plaque spéciale qui peut capturer l'image radio. Supposons que le médecin veuille examiner plus en détail ton bras. Il placera la plaque radiographique d'un côté de ton bras et l'appareil de l'autre côté. Ensuite, l'appareil émet une rafale contrôlée de rayons X qui traverse ton bras. Tu te souviens que le papier de soie laisse passer un peu de lumière? Eh bien, dans ce cas, certains de ces rayons traverseront ton bras, tandis que d'autres seront absorbés ou bloqués par les parties plus denses de ton corps, comme les os. La plaque capture les rayons X qui traversent ton bras et génère une image. Cette image montre clairement les os et les autres structures à l'intérieur de ton corps, ce qui permet au médecin de voir s'il existe des problèmes ou des blessures internes. Tu te demandes peut-être pourquoi les rayons X peuvent traverser certaines choses et pas d'autres. Cela tient à la densité et à la composition des objets. Les matériaux plus denses, comme les os, absorbent plus de rayons X et apparaissent donc en blanc sur l'image. Ainsi, lorsque tu regardes le résultat, tu verras tes os comme des formes blanches. D'autres tissus, comme les muscles et les organes, sont moins denses et laissent passer une partie des rayons. Ils apparaissent donc comme des ombres grises. Et si on te disait qu'il existe une toute nouvelle façon de voir l'intérieur des objets, sans utiliser de rayons X? On ne parle pas là de pouvoir magique. Installe-toi confortablement pendant qu'on t'explique ce qu'est la tomographie muonique. Cette technique scientifique fascinante nous permet de voir à l'intérieur des objets, et même sous la surface de la Terre, grâce à un type spécifique de particules, appelées muons. Ces particules élémentaires sont très similaires aux électrons, mais elles sont beaucoup plus lourdes. Elles sont créées en altitude, dans l'atmosphère terrestre, lorsque les rayons cosmiques, qui sont des particules provenant de l'espace, entrent en collision avec les molécules d'air. Les muons ont la particularité de pouvoir traverser différents matériaux. Ils sont capables de traverser la roche, le sol et même les bâtiments. Des scientifiques ont pris conscience de ce potentiel dans les années 1850, lorsqu'ils étudiaient les rayons cosmiques, et qu'ils ont remarqué que certaines de ces particules pouvaient traverser des matériaux épais. Les premières expériences en muographie ont eu lieu dans les années 60. Les spécialistes ont découvert que les muons pouvaient être détectés à l'aide d'appareils spéciaux, les détecteurs de muons. Ceux-ci sont généralement placés sous terre ou dans des laboratoires spécialement conçus pour les protéger des autres particules et du rayonnement ambiant. Voyons maintenant comment fonctionne la tomographie muonique. Imagine que tu es un objet de grande taille, comme une pyramide, une montagne ou même une statue ancienne, et que tu souhaites voir ce qu'elle contient sans l'endommager.
Tout d'abord, des détecteurs sont placés autour de l'objet ou dans la zone que tu souhaites examiner. Ces détecteurs sont sensibles aux muons et peuvent suivre leur trajectoire. Lorsqu'une particule traverse un détecteur, elle laisse une trace, comme des empreintes de pas dans le sable. En recueillant les données de plusieurs détecteurs, les scientifiques peuvent reconstituer ces trajectoires. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. L'atmosphère terrestre agit comme un filtre naturel pour les muons. Il s'avère que plus un objet est massif, plus il bloque ces particules. Ainsi, si tu as un objet large et dense, comme une montagne, moins de muons le traverseront en comparaison d'un objet plus petit et moins dense, comme une boîte vide. Cette différence dans le nombre de particules qui atteignent les détecteurs peut nous donner des indices sur ceux qui se trouvent à l'intérieur des objets. Les scientifiques utilisent des algorithmes informatiques et des calculs mathématiques pour analyser ces données et générer une imagerie. Ces images figurent la répartition de la densité de l'objet étudié. C'est comme si l'on créait une carte qui montre où se trouvent les zones les plus denses et où il y a des vides à l'intérieur d'un objet. Le concept de myographie est comparable à l'observation des ombres pour comprendre la forme et la taille d'un objet. Imagine à nouveau que tu te tiennes devant une lumière vive et que tu la places entre la source lumineuse et un mur. Tu verras l'ombre de ta main sur le mur. En te basant sur la forme et la taille de l'ombre, tu peux te faire une idée de l'aspect de ta main, même si tu ne peux pas la voir directement. Cette technique a déjà servi à étudier divers objets et structures. Par exemple, les scientifiques l'ont utilisé pour explorer l'intérieur des volcans et des pyramides, et même pour étudier la structure des montagnes et de la croûte terrestre. Grâce à cette technique étonnante, les scientifiques ont décelé de nouvelles informations sur la pyramide de Khéops. Ils ont ainsi découvert quelque chose qui avait échappé aux pilleurs de tombes pendant des siècles. Une chambre cachée. Et devine comment ils l'ont baptisée ? Le Grand Vide. Et oui, ce n'est clairement pas le nom le plus inspiré. On a eu recours à 3 techniques différentes de détection des muons pour être certain qu'il se trouvait bien un grand vide mystérieux à l'intérieur de la plus grande des pyramides. Dès que la nouvelle de cette découverte stupéfiante s'est répandue, les chercheurs égyptiens n'ont pas pu résister à l'envie d'en apprendre davantage. Ils ont donc fait venir une caméra endoscopique pour confirmer l'existence de cette chambre oubliée. Il a suffi d'insérer une caméra dans l'un des interstices situés sous l'entrée, et voilà le travail. Elle a révélé un couloir qui présentait un plafond à chevrons. On peut donc se permettre d'imaginer que les anciens Égyptiens s'en servaient comme d'une discothèque. Une autre équipe de chercheurs a décidé de scanner à nouveau cette cavité. Selon eux, la pyramide de Khéops aurait été une pionnière dans le domaine des pyramides. Elle utilisait une technique dite du chevron pour recouvrir les structures internes et les empêcher de s'effondrer. Pourquoi les anciens Égyptiens ont-ils construit ce couloir et le grand vide auquel il mène ? Une théorie suggère que ce couloir aurait été construit pour soulager la pression à l'intérieur de la pyramide. Selon une autre théorie, ce vide pourrait être un sous-produit du processus de construction de la pyramide. Il aurait pu s'agir d'une rampe interne utilisée pour mettre en place les blocs de pierre du sommet, puis laissés sur place ou remplis de gravats en vrac. Selon d'autres explorateurs enthousiastes, il se pourrait qu'une autre chambre funéraire attende encore d'être découverte. Ce dernier estime que l'érection d'une pyramide ne s'est jamais faite sans une part de hasard. Au fur et à mesure que les bâtisseurs travaillaient, ils se seraient rendus compte que certaines chambres ne pourraient jamais supporter le poids d'un majestueux sarcophage. Ils ont donc procédé à quelques ajustements de dernière minute, traçant de nouveaux plans au fur et à mesure. Nous sommes en 1898 et tu participes à des fouilles à Saqqara. Cet endroit, situé non loin du Caire, regorge de tombes anciennes et de pyramides. En bon aventurier, tu espères trouver quelque chose de vraiment cool et devenir célèbre. De l'or, des manuscrits, des cartes au trésor, des momies de pharaons. Mais tu trouves un oiseau en bois. Tu es très déçu. Ça ressemble à un simple jouet. Un jouet ancien, mais un jouet tout de même. Tu es alors loin de te douter que, dans quelques années, quelqu'un affirmera qu'il s'agit en fait d'un ancien monoplan. Cet objet, surnommé l'oiseau de Saqqara, est en bois de sycomore. Il a une envergure d'à peine 18 cm et pèse environ 40 grammes. Un beau souvenir de ton voyage en Égypte, à mon avis. Il a plus de 2000 ans et est assez simple, sans plumes gravées ni aucune autre décoration. Il a cependant un bec et des yeux, ce qui le fait un peu ressembler à un faucon, l'emblème du dieu Horus.
Sa queue a quelque chose d'inhabituel. Elle est carrée, étrangement droite, et on dirait qu'une pièce aujourd'hui manquante venait autrefois la compléter. Nous adorons résoudre les mystères. Du coup, plusieurs théories ont été avancées au sujet de cet oiseau. La première, toute simple, est qu'il s'agissait d'un objet cérémoniel. La deuxième idée est qu'il s'agissait du jouet d'un enfant né dans une famille aisée. Il pourrait s'agir d'une sorte de boomerang, très populaire dans l'Égypte ancienne. Enfin, selon une autre théorie, l'oiseau aurait été utilisé comme girouette. Mais cette théorie n'a pas été retenue, car la figurine ne présente aucun trou ou marquage, à l'exception de celui qui a été fait au musée du Caire pour la fixer sur son socle. Il n'y avait donc jadis aucun moyen de l'accrocher. Près d'un siècle après la découverte de l'oiseau, l'égyptologue Khalil Messia a proposé une nouvelle théorie selon laquelle il pourrait s'agir d'un modèle de monoplan. Selon lui, il manquait à l'oiseau un empennage horizontal. Par ailleurs, ses ailes étaient placées à angle droit, comme celles des avions modernes. Cela aurait pu servir à générer la portance aérodynamique nécessaire au vol. Le docteur Messia a également affirmé qu'il était courant à l'époque de placer des modèles miniatures d'inventions technologiques dans les tombes. Les anciens Égyptiens ont-ils vraiment inventé l'avion en 200 avant notre ère? Cela aurait beaucoup contrarié les frères Wright, que l'on considère comme les inventeurs de l'aviation. Ils n'ont effectué leur premier vol qu'en 1903. Afin de nous en assurer, il nous faudrait tester le modèle. Mais le musée égyptien ne laisserait probablement personne lancer en l'air cette précieuse pièce de collection. C'est pourquoi le concepteur de planeur, Martin Grégory, a construit un modèle similaire, cette fois en balsa, et a pu conclure que même avec un empennage horizontal, cet avion n'était pas très performant. Affaire résolue. Et non. Une chaîne de télévision n'a pas trouvé cela convaincant et a donc invité un expert en aérodynamique à construire une autre réplique de notre oiseau. Il l'a testé dans des conditions similaires à celles de l'Égypte ancienne, et a été impressionné par ses capacités. Ainsi, si le prototype d'un avion a bien été inventé à l'époque des pharaons, il s'agirait d'un opart, ou objet manufacturé incongru, en français. Soit un objet anachronique, en avance sur son temps en termes de technologie ou d'histoire. Et l'oiseau de Saqqara n'est pas le seul exemple d'une telle chose. En 1901, un groupe de plongeurs a découvert la machine d'Anticythère dans une épave sous-marine près de l'île grecque du même nom. On l'a surnommée le premier ordinateur analogique du monde. Et on pense qu'elle date d'environ 100 ans avant notre ère. Le mécanisme en bronze pouvait indiquer la position du Soleil, de la Lune, des planètes et des étoiles, ainsi que les phases lunaires, les dates des prochaines éclipses solaires, et même la vitesse à laquelle la Lune se déplace dans le ciel. Personne ne sait exactement qui l'a utilisé, ni comment ou où il a été fabriqué. Mais il est évident qu'il était extrêmement précis et bien trop avancé pour son époque. Les premières toilettes à chasse d'eau ont-elles été inventées au XXe siècle? Et non. Les Minoens de Crète et la civilisation de la vallée de l'Indus ont mis au point cette super invention à peu près à la même époque, il y a environ 4000 ans. Leur modèle de plomberie était si bien conçu qu'il a fallu attendre 2000 ans avant de voir apparaître quelque chose d'aussi performant. Une ancienne toilette minoenne a été découverte dans le palais de Knossos. Elle était équipée d'un siège de bois placé juste au-dessus d'un tunnel qui conduisait l'eau d'un réservoir vers un égout souterrain. D'autres toilettes nécessitaient un apport d'eau à l'aide de cruches. Seuls les riches pouvaient s'offrir un tel luxe. À l'époque, si tu possédais un bien immobilier, les toilettes chasse d'eau étaient le signe de ton appartenance aux plus hautes sphères. Les portes automatisées étaient une chose nouvelle en 1931. Mais la technologie qu'elles utilisent est en fait beaucoup plus ancienne. Elle date du 1er siècle de notre ère. Le mathématicien et ingénieur Héron d'Alexandrie imagina à cette époque un système capable d'ouvrir et de fermer les portes. Pour faire fonctionner son invention, il fallait allumer un feu. Un pot en laiton était placé sous le feu, à moitié rempli d'eau.
Le pot était ensuite relié à des récipients qui servirent de poids. Grâce à la chaleur, l'eau se déplaçait dans les récipients qui descendaient et tiraient sur les cordes. Rien à voir avec une porte de supermarché qui s'ouvre et se ferme grâce à l'électricité. La porte de Héron mettait des heures à s'ouvrir, et il n'y avait aucun moyen d'arrêter le processus. C'est pourquoi on n'ouvrait les portes qu'une fois par jour, avant que les gens n'entrent dans les temples. Cela ajoutait un peu de mystère aux cérémonies. Incroyable. Il semblerait que la toute première batterie ait été inventée à Bagdad, il y a environ 2000 ans. Un archéologue allemand a découvert une jarre d'argile de forme ovale en 1938. Les scientifiques ne savent toujours pas à quoi elle servait ni qui l'a inventée. Selon une théorie, elle aurait été utilisée pour galvaniser des objets avec des métaux précieux. Lorsqu'elle était remplie d'un acide faible, comme du vinaigre, la batterie produisait environ 1 volt. Selon une autre théorie, il s'agirait d'un récipient destiné à recevoir des rouleaux sacrés. Que dirais-tu de lentilles de contact conçues par Léonard de Vinci? En 1508, il inventa une lentille de verre munie d'un petit entonnoir. Il n'y avait qu'à verser de l'eau à l'intérieur. Et cela améliorait la vision. Mais ce n'était pas super pratique. 100 ans plus tard, René Descartes décida d'améliorer cette idée. On dit lentilles de contact, parce qu'elles sont censées entrer en contact avec les yeux, tu vois? Ce tube de verre rempli de liquide permettait une meilleure vision. Mais il était hélas impossible de cligner des yeux. 2 siècles et demi plus tard. La technologie du verre permit aux scientifiques de concevoir des lentilles qui s'inséraient dans l'œil et permettaient même à leurs porteurs de cligner des yeux. Une belle invention. Toutefois, ces lentilles étaient fabriquées en verre soufflé et l'œil ne pouvait pas respirer. Une 50aine d'années plus tard, les concepteurs adoptèrent le plastique, plus léger, incassable et résistant aux rayures, même si les lentilles couvraient encore l'œil entièrement. Ce n'est qu'en 1948 qu'un certain Kevin Tuohy ponça une lentille en plastique et se rendit compte qu'elle restait en place même en ne couvrant que la cornée. Imagine-toi vivre dans le Londres du 19e siècle et avoir besoin d'envoyer un message à New York. Cela prenait alors une dizaine de jours. Du coup, lorsqu'en 1858 les délais passèrent de quelques jours à quelques heures, ce fut une véritable révolution. Le premier message fut envoyé par la reine Victoria elle-même, grâce à un câble télégraphique transatlantique qui passait sous l'océan. Hélas, cette invention ne survécut que quelques semaines. Et il fallut attendre des années pour qu'on puisse à nouveau s'en servir. Nous sommes en 1923. 2 adolescents se faufilent hors de chez eux au milieu de la nuit à Florida City. Selon la rumeur, un homme construisait tout seul un château de pierre. Mais chaque fois que quelqu'un essayait de voir ce que l'homme faisait, il s'arrêtait de travailler. Les adolescents, curieux, ont réussi à pénétrer dans le jardin d'Ed et ont vu quelque chose qu'ils ont plus tard décrit comme véritablement magique. Ils ont vu des pierres flotter comme des ballons à l'hélium. L'homme était capable de déplacer jusqu'à 30 tonnes sans l'aide de personne pour bâtir son château. Nul n'était autorisé à le voir travailler, mais il parlait fièrement de son projet dans toute la ville. Et quand les gens lui demandaient comment il faisait pour construire un château de pierre de ses propres mains, il répondait simplement « J'ai percé le secret des pyramides ». Cette histoire commence en Lettonie, le pays d'origine d'Edward Lidskalnin. Edward est né dans un petit village le 12 janvier 1887. Il a grandi dans une famille de maçons, ce qui explique sans doute sa connaissance des techniques de construction anciennes. Cependant, c'était un enfant maladif et il était incapable de porter de lourdes charges ou de pratiquer une activité physique intense. Un revers de fortune a décidé du destin d'Edward lorsqu'il avait 26 ans. L'amour de sa vie a rompu leur fiançailles et Ed, le cœur brisé, a décidé de déménager aux États-Unis. Il a vécu dans divers États américains avant de finalement s'installer en Floride où son aventure a commencé. Ed a passé des années à chercher une terre où construire la maison de ses rêves. Les bonnes terres agricoles ne l'intéressaient pas. Lorsque les gens lui demandaient pourquoi, il ne répondait que par un sourire. Finalement, il s'est décidé pour un terrain et l'a acheté contre les recommandations de ses plus proches amis. Le sol était rocheux et par conséquent incultivable. Mais il était parfait pour ce qu'il cherchait à faire. Les amis d'Ed le décrivaient souvent comme quelqu'un d'excentrique.
Lorsqu'on lui demandait pourquoi il voulait construire une maison, il se contentait de répondre « C'est pour l'amour de mes 16 ans. Un jour, elle reviendra. » Puis il changeait de sujet de conversation. Il a fallu environ 30 ans à Ed pour terminer le château de corail et il a tout fait tout seul. Il ne travaillait que la nuit et ne laissait jamais personne voir ce qu'il faisait. Le château de corail est un ouvrage rempli de mystères. Si tu voulais visiter le site à l'époque, tu devais passer par une porte tournante de 9 tonnes et de 2 mètres de haut que même un enfant pouvait pousser avec qu'un seul doigt. Ed était si fier de sa porte qu'il a initialement nommé son site le parc à la porte de pierre. Il n'a été rebaptisé château de corail que bien plus tard, après le décès d'Edward. Une fois à l'intérieur, les visiteurs peuvent admirer les incroyables merveilles de construction d'Edward Lidskalnin. Des tours, des symboles mystiques, des meubles et des balançoires, tout entièrement fait de blocs de pierre monolithiques. Les pierres sont posées les unes sur les autres et ne tiennent ensemble que par leur propre poids. Et crois-le ou non, le parc compte environ 1100 tonnes de pierre. Aujourd'hui, si tu visites la maison d'Ed, tu pourras même voir les instruments élémentaires qu'il utilisait pour travailler. Burin, marteau, cordes et poulies. Mais ces réalisations semblent difficilement imaginables avec des équipements modernes. Sans eux, elles semblent impossibles. L'énigme du château de corail réside dans sa construction même et les techniques utilisées. Sur la seule photo d'Ed Lidskalnin au travail, nous voyons une structure à levier simple, composée d'un palan à chaîne attaché à un trépied de bois. Le trépied était fait de vieux poteaux téléphoniques surmontés d'un caisson en bois. Ce qu'il y avait dans le caisson demeure bien sûr un mystère. Malheureusement, il a emporté ses secrets avec lui, n'ayant jamais dévoilé la vérité de son travail à quiconque. Mais nous en saurons peut-être davantage un jour, car plusieurs personnes ont émis des théories et continuent encore aujourd'hui de spéculer sur les techniques employées. Selon l'une de ces théories, il existerait un réseau harmonique dans la couche superficielle de la Terre et donc des zones d'antigravité en certains points du globe. On pense que le château de corail aurait été construit sur une de ces zones. Cela pourrait expliquer pourquoi Ed a mis si longtemps à trouver le terrain qui lui convenait. Peut-être cherchait-il un site qui lui permettrait d'exploiter ses forces antigravitationnelles. Mais chaque fois qu'Ed parlait de son travail, il disait simplement qu'il avait tout compris des lois relatives au poids et aux effets de levier et qu'il avait percé le secret des pyramides. Mais de quel secret s'agissait-il, te demandes-tu peut-être ? D'après Ed lui-même, tout reposait dans le magnétisme. Il a même publié un texte intitulé « Le courant magnétique ». Il y explique que toute chose contient des particules magnétiques, il ne reste qu'à découvrir où elles se trouvent exactement à l'intérieur de tel ou tel objet. Et ainsi, les objets peuvent être soulevés et déplacés sans presque aucun effort. Un peu comme on déplace quelque chose de lourd sous l'eau. Les scientifiques disent que si nous supposons qu'Ed Lidskalnin et les bâtisseurs de pyramides ont utilisé la même technique, il n'aurait fallu qu'environ 4700 ouvriers pour construire la grande pyramide de Gizeh, au lieu des 20 à 100 000 estimés habituellement. Mais cette histoire recèle encore de nombreux mystères. À la fin des années 1920, Ed terminait la construction de son château de corail à Florida City. Des rumeurs sur son travail s'étaient répandues dans toute la ville. Les gens disaient qu'Ed cachait de l'argent quelque part dans sa maison. Une nuit, un groupe d'hommes a attendu qu'Ed se trouve seul pour s'introduire dans le château et le cambrioler. Ils n'ont pas trouvé d'argent et n'ont heureusement pas fait de mal à Ed. Mais les jours suivants, celui-ci a décidé qu'il valait mieux qu'il quitte ces terres. Bien sûr, il n'a pas emporté que sa brosse à dents avec lui. Il a décidé de déplacer l'ensemble du château de corail sur un autre site, à 10 km de l'endroit où il avait bâti son parc. La légende raconte qu'Ed aurait engagé un chauffeur de camion en exigeant qu'il garde le secret sur ce qu'il avait l'intention de faire. Il lui a demandé de regarder ailleurs pendant qu'il chargeait le camion tout seul, déplaçant toutes les pierres sans aucune aide. Une fois le camion rempli, Ed est allé installer son château à Homestead, en Floride, où le parc se trouve encore aujourd'hui. En 1986, on a envoyé une équipe d'ingénieurs de l'Université de Floride pour tenter de réparer la porte d'entrée du parc, ce portail tournant de 9 tonnes dont Ed était si fier. Ils s'y sont rendus munis des équipements les plus modernes, parmi lesquels une grue de 20 tonnes.
Lorsque les ingénieurs ont démonté la porte, ils ont remarqué qu'Ed avait placé une étrange pierre circulaire au-dessous. Les ingénieurs ne comprenaient pas comment cette pierre de la taille d'un frisbee pouvait soutenir un poids de 9 tonnes sans être immédiatement réduite en miettes. Ils ont envoyé la pierre au département de géologie de l'Université de Floride, mais les géologues l'ont simplement renvoyée en affirmant qu'ils ne savaient pas d'où elle pouvait provenir. Rien dans leur base de données ne pouvait les renseigner sur son origine. Les ingénieurs ont remis la porte de 9 tonnes en place en essayant d'utiliser d'autres techniques. Au début, cela ne fonctionnait pas sans la base qu'Ed avait utilisée. Ils ont donc dû couper directement dans la pierre pour que la porte puisse à nouveau tourner, prouvant du même coup qu'aucune technologie moderne ne pouvait reproduire ce qu'Ed avait fait tout seul. Avance rapide jusqu'en 2011. Un homme a prétendu avoir percé le mystère des bâtisseurs de pyramides et d'Ed Litzkalnin lui-même. Wally Wallington, un ouvrier du bâtiment à la retraite du comté de Lapeer dans le Michigan, a réussi à construire quelque chose en utilisant des techniques similaires à celles utilisées par Ed. Wallington est célèbre pour avoir bâti son propre Stonehenge dans le Michigan. On dit qu'il a utilisé des machines simples, des leviers et des contrepoids pour déplacer des blocs de béton de plusieurs milliers de kilos. Contrairement à Ed, Wallington a partagé ses techniques avec le public. De multiples vidéos présentent les techniques d'ingénierie qu'il a mises au point en n'employant que des matériaux très simples. C'est vraiment impressionnant. Il a déplacé sa grange entière sur un autre site en n'utilisant que des outils élémentaires. Cependant, il n'y a aucun moyen de savoir si ce sont les mêmes techniques que celles utilisées pour la construction du château de corail. À ce jour, les secrets du célèbre château n'ont toujours pas été élucidés. Mais qui sait, nous y... La Grande Pyramide a été créée comme lieu de repos éternel pour le monarque égyptien antique Khéops. Selon la légende, Napoléon est entré dans la Grande Pyramide et en est ressorti secoué et très pâle. Il n'a jamais révélé ce qu'il a vu à l'intérieur, mais quoi que ce fût, on dit que cela l'a affecté pour le reste de sa vie. Lorsque Napoléon est entré dans la pyramide, il aurait traversé un passage très étroit et ascendant. Il aurait ensuite traversé un autre couloir appelé la Grande Chambre. Ce couloir aurait été beaucoup plus haut que le précédent et aurait également été pavé. Il aurait ensuite atteint la Chambre du Roi, la pièce maîtresse de la Grande Pyramide, qui était bordée d'énormes blocs de granit. Mais elle n'aurait pas eu l'air aussi grandiose que nous pouvons l'imaginer. Aucun hiéroglyphe ne décore ces murs, car les Égyptiens n'ont commencé à décorer les chambres funéraires des pyramides que bien plus tard. Les tombes des pharaons au cœur de la pyramide auraient aussi été remplies de trésors, des pièces en or, aux bijoux les plus précieux du monde. Mais tout cela aurait été pillé il y a bien longtemps. La seule chose qui serait probablement restée à l'intérieur aurait été un énorme sarcophage qui aurait autrefois contenu la momie du roi. Il serait aussi passé devant la chambre de la reine. Mais cette pièce n'a probablement pas accueilli de reine, car les pyramides n'étaient généralement construites que pour une seule personne. Des tunnels mystérieux partent de là. À ce jour, personne ne sait vraiment à quoi ils servent. Et ce n'est pas la seule chose mystérieuse et effrayante que Napoléon ait pu rencontrer, car les histoires de pharaons laissant des malédictions anciennes sur les pyramides sont légion. De nombreuses pyramides portaient des avertissements écrits à l'extérieur racontant les choses horribles qui arriveraient à ceux qui entreraient et troubleraient la paix des lieux. Nous ne savons peut-être pas ce que Napoléon a trouvé exactement dans la Grande Pyramide qui l'a tant effrayé, mais nous savons avec certitude ce qui a été trouvé dans la tombe de Toutankhamon. Toutankhamon était un pharaon égyptien qui n'avait que 8 ou 9 ans lorsqu'il est monté sur le trône. Il est devenu un phénomène culturel lorsque sa tombe a été découverte presque entièrement intacte en 1922. Son tombeau se trouve dans la vallée des rois à Thèbes, l'actuel Luxor, qui se trouve en Égypte. Contrairement à la Grande Pyramide, le tombeau de Toutankhamon était couvert de magnifiques décorations murales. Les murs racontaient l'histoire de son voyage vers l'au-delà à travers les enfers. Les Égyptiens croyaient que chacun devait accomplir ce voyage, alors ils remplissaient les tombes d'objets et de peintures pour aider les morts à y parvenir. Il y aurait aussi eu des sortilèges peints sur les murs. Ils pensaient que cela aiderait les gens à passer dans le royaume suivant. Ce voyage serait assez long, c'est pourquoi les anciens Égyptiens remplissaient aussi les pyramides de nourriture. La pyramide de Toutankhamon était remplie de 8 paniers de fruits.
On y a même trouvé des fruits de palmier doum. Les pièces étaient remplies de meubles, de statues, de vêtements et de bâtons, parmi tout un tas d'autres choses. On aurait probablement trouvé aussi beaucoup de vêtements et de bijoux coûteux dans les pyramides. Les anciens Égyptiens voulaient que leurs ancêtres voyagent avec style dans l'au-delà. Ils ont placé Toutankhamon dans sa dernière demeure avec plus de 50 pièces d'habillement, toutes de la plus haute qualité. Il y avait des tuniques, des foulards, des gants et des coiffes et une tonne de bijoux, ainsi que des bracelets, des pendentifs, des colliers, des bagues et des scarabées pour le protéger. Chacun d'entre eux était fait d'or ou de pierres précieuses. Il y avait aussi des éventails en plumes d'autruche pour garder le jeune pharaon au frais sous le chaud soleil égyptien. Mais la température à l'intérieur des pyramides n'a jamais vraiment dépassé les 20 degrés Celsius. Les anciens Égyptiens ont mis au point un système de climatisation très sophistiqué que nous ne comprenons pas encore complètement aujourd'hui. La pyramide de Toutankhamon contenait aussi 130 bâtons de marche en ébène, ivoire, argent et or pour l'aider dans son voyage. Il y avait 3 chars cachés au cas où il se fatiguerait de toute cette marche. 11 pagaies de bateaux ont également été placés à l'intérieur, mais il n'y avait aucune trace d'une quelconque embarcation. Les pyramides auraient été jonchées des senteurs et des parfums préférés du pharaon. Pendant les fouilles du tombeau de Toutankhamon, il est rapidement apparu qu'elle avait été en partie dévalisée pendant l'Antiquité. Les portes avaient été endommagées et des traces d'huile avaient été laissées dans des bocaux vides. Il semble que quelqu'un ait fait un raid sur la pyramide pour récupérer l'or, les parfums et les huiles qui avaient été laissés pour le roi Tout. Il restait encore un peu de parfum fait d'huile de noix de coco et d'encens dans un flacon. Il semble que le pharaon Toutankhamon aimait les jeux de société. Il y avait un plateau en ivoire de jeux de scénettes dans sa pyramide. Bien que nous ne sachions pas exactement comment y jouer, nous avons compris qu'il s'agissait d'une sorte de version égyptienne du backgammon. Il semble que c'était un jeu à 2 joueurs où le but était d'éjecter son adversaire du plateau. Reste à savoir contre qui pouvait bien jouer la momie de Toutankhamon. Les anciens Égyptiens avaient certains rituels qui peuvent nous sembler assez étranges. Par exemple, ils avaient l'habitude de se raser les sourcils si jamais ils perdaient un chat. Il n'est donc pas trop surprenant qu'ils aient mis des choses vraiment bizarres à l'intérieur des pyramides. Les archéologues ont découvert une collection de chats momifiés et de scarabées dans des pyramides datant de plus de 4000 ans. Ils ont été trouvés dans les pyramides de Saqqara qui se trouvent au sud du Caire. Ils ont aussi trouvé du matériel de maquillage et des miroirs à l'intérieur. Le maquillage était porté fièrement par les hommes et les femmes à l'époque de l'Égypte ancienne. L'eyeliner était le produit cosmétique le plus populaire. La pierre de Rosette est l'une des découvertes les plus significatives jamais faites dans les pyramides. Elle a été trouvée par l'armée de Napoléon Bonaparte. C'est une pierre de granit noir qui date de 196 ans avant Jésus-Christ. Elle est transcrite en grec, en démotique et en hiéroglyphique. Lorsqu'elle a été traduite en 1822, nous avons obtenu la clé pour comprendre les hiéroglyphes de l'Égypte ancienne pour la toute première fois. La découverte de la momie de la reine Hatshepsut en 1903 a changé à jamais notre compréhension des anciens Égyptiens. Après son décès, son successeur Thoutmôsis III a supprimé la plupart des preuves de son règne, si bien que nous ne savions pratiquement rien de l'une des premières grandes dirigeantes d'Égypte. Elle est maintenant devenue l'une des rares et des plus célèbres pharaons. Le pharaon Khéops avait un bateau entier dans sa pyramide. Les archéologues ont découvert plus de 1200 morceaux d'un bateau géant près de la grande pyramide de Gizeh. Ils ont réassemblé le bateau et il fait une longueur impressionnante de 43 mètres. Il s'agit très probablement d'un bateau solaire qui a été conçu pour transporter le roi ressuscité auprès de la divinité Ra. Fait amusant, la pyramide de Gizeh est la dernière des 7 merveilles du monde antique. Les 6 autres sont les jardins suspendus de Babylone, le colosse de Rhodes, le temple d'Artémis, le mausolée d'Halicarnasse, le phare d'Alexandrie et la statue de Zeus à Olympie. Cette pyramide a également été la structure artificielle la plus haute du monde pendant 3800 ans. Pour ériger la plus grande pyramide d'Égypte, il a fallu un nombre stupéfiant de 2,3 millions de blocs de calcaire, dont certains pesaient jusqu'à 80 tonnes. Il aura fallu aussi 100 000 ouvriers et 23 ans pour la construire. Sa hauteur originale était de 147 mètres. En 2017, les archéologues ont découvert quelque chose d'étrange à propos de la Grande Pyramide d'Égypte. Il y a un vide caché d'au moins 30 mètres de long et personne ne sait vraiment pourquoi il est là ni ce qu'il contient réellement.
Ce vide étrange est la première structure intérieure découverte dans la pyramide de 4500 ans depuis les années 1800. Les scientifiques ont utilisé des rayons cosmiques pour détecter le trou massif, mais ne sont toujours pas plus près aujourd'hui de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Les anciens Égyptiens ont pris beaucoup de soin à construire les pyramides et tout était placé stratégiquement et structurellement solide. Il est donc improbable que ce trou soit dû à la chute de blocs au fil du temps. De nombreuses pyramides contenaient également de petites figurines modèles appelées Ushbeti. Elles représentaient des assistants. Ils croyaient qu'ils prendraient vie pour servir les pharaons dans l'au-delà. Mais il est fascinant de constater que toutes ces choses aient pu tenir à l'intérieur. Il n'y a pas tellement d'espace à l'intérieur des structures. Et maintenant, nous nous trouvons il y a environ 5000 ans. Laisse-moi t'emmener dans l'Égypte antique, on est en 2550 avant Jésus-Christ. Devine quoi, la construction des grandes pyramides de Gizeh a commencé. Les gens ont appris à construire des cathédrales et des gratte-ciels, mais ce n'est que récemment que ces énormes bâtiments sont apparus. Même les scientifiques modernes ne savent toujours pas comment ces pyramides ont été construites il y a 5000 ans. Il n'est donc pas étonnant qu'elles fassent partie des 7 merveilles du monde antique. D'ailleurs, elles sont aussi les plus anciennes d'entre elles, et la seule merveille du monde antique qui existe encore au XXIe siècle. Il a fallu beaucoup de coopération pour construire une chose aussi massive, même pour les mesures d'aujourd'hui. Mais les pyramides de Gizeh n'étaient pas les premières de l'histoire. La première, appelée la pyramide à degrés, a été construite environ 80 ans avant la première pyramide de Gizeh, en 2630 avant Jésus-Christ, pour le roi Djoser. Elle n'était pas censée être extraordinaire, mais elle a fini par être très impressionnante. Il s'agissait d'une pyramide composée de 6 couches de pierre en escalier. Elle mesurait 62 mètres de haut, soit la hauteur d'un immeuble de 19 étages. Et c'était le plus haut bâtiment qui existe à l'époque. Mais ce n'était pas qu'une simple pyramide. Elle était entourée de tout un ensemble de bâtiments, y compris des cours intérieures. Dans l'Égypte antique, les gens croyaient à la vie après la mort. Alors tout le monde, surtout les rois, voulait s'assurer qu'ils avaient tout ce dont ils auraient besoin pour s'y préparer. Voici pourquoi le complexe des pyramides était parfaitement fourni avec de nombreux objets que les gens utilisaient au quotidien. Le complexe comprenait une pyramide et une sorte de palais. Ces bâtiments contenaient de nombreuses choses que le roi aimait et dont il pourrait avoir besoin un jour, comme des meubles, de la nourriture et des récipients en or. Après Djoser, la construction de pyramides est devenue une pratique courante, mais de nombreuses pyramides n'étaient pas terminées. Il fallait généralement une vingtaine d'années pour en construire une, mais de nombreux souverains régnaient bien moins longtemps que cela. Et en tout, il y a plus de 100 pyramides. Les pyramides les plus célèbres sont les grandes pyramides de Gizeh. La première, et la plus grande, a été construite pour le pharaon Khufu vers 2550 avant Jésus-Christ. À l'époque, elle mesurait 147 mètres de haut, ce qui est aussi haut qu'un immeuble de 40 étages. La deuxième pyramide a été construite pour le fils de Khufu, le pharaon Khafré, vers 2520 avant Jésus-Christ. Elle est un peu plus basse et mesurait à l'origine 143 mètres de haut, soit un immeuble de 39 étages. C'est la pyramide où se trouve la célèbre statue du Sphinx. Les Sphinx ont un corps de lion et une tête d'homme. On les construisait pour garder des zones importantes. Celui-ci a la tête du pharaon Khafré et garde sa pyramide faisant face au lever du soleil. Le Sphinx est la statue la plus connue et l'une des plus grandes et des plus anciennes du monde. À l'origine, il était de couleur rouge et avait un nez. Il est encore possible de voir les traces de pigments rouges près de ses oreilles, mais personne ne sait exactement quand son nez a disparu. Pendant un certain temps, le Sphinx a été en quelque sorte caché sous terre. Il était recouvert de sable jusqu'aux épaules. Heureusement, au début des années 1800, un aventurier, accompagné d'une équipe de 160 personnes, l'a déterré. La troisième pyramide de Gizeh est la plus petite. Elle est 2 fois plus basse. À l'origine, elle mesurait 66 mètres de haut, soit environ la hauteur d'un immeuble de 20 étages. Elle a été construite en 2490 avant Jésus-Christ pour le fils de Khafra, Menkaure. Les pyramides ont été conçues pour être alignées avec les points cardinaux et leurs côtés symbolisent les rayons du soleil. Mais à l'époque, il n'y avait pas de boussole. Les Égyptiens de l'Antiquité calculaient eux-mêmes les directions avec une précision étonnante. Pour aligner les pyramides, ils ont utilisé 2 constellations. À l'origine, les pyramides étaient recouvertes de calcaire blanc lisse et avaient un sommet doré et argenté pour refléter le soleil. Plus tard, d'autres rois ont pris le calcaire blanc des pyramides et l'ont utilisé pour d'autres constructions.
Les scientifiques ont estimé que les Égyptiens de cette époque ont utilisé environ 2,3 millions de blocs de pierre pour construire la première pyramide. Chaque bloc pesait plus d'une tonne, c'est le poids d'un rhinocéros. Certains blocs étaient encore plus gros, étant presque aussi lourds qu'un éléphant. Il y a 4 millénaires et demi, il n'y avait aucun équipement moderne pour aider à la construction. Il n'y avait pas de machines, pas de roues et même pas d'acier. Le seul métal dont ils disposaient était le cuivre. Aujourd'hui encore, les scientifiques ne savent pas exactement comment les Égyptiens ont réussi à construire les pyramides. Il ne reste aucun document qui pourrait nous éclairer à ce sujet. Certains pensent même que les Égyptiens voulaient garder le secret et qu'ils n'ont pas laissé d'archives à cet effet. Beaucoup croient que ce sont des gens pauvres et des étrangers qui ont construit les pyramides, mais ce n'est pas vrai. En fait, les bâtisseurs étaient des ouvriers très qualifiés et ils étaient bien nourris et bien payés. Les archéologues affirment que les bâtisseurs vivaient dans une ville provisoire à proximité et constituaient une communauté très organisée avec un chef bien déterminé. Les scientifiques affirment qu'environ 20 000 personnes ont travaillé sur chaque complexe de pyramides et qu'il a fallu environ 20 ans pour les construire. Il s'agissait probablement d'un projet national. Les ressources du site de construction étaient importantes et la nourriture et les produits de première nécessité devaient provenir de toutes les régions d'Égypte. Même avec tout ce soutien, on ne sait toujours pas comment les gens ont réussi à tailler, transporter et monter ces énormes pierres. Selon l'une des théories, les pierres ont probablement été transportées sur des bateaux le long du Nil. Ensuite, il y avait une partie plus difficile. Il fallait les déplacer vers le site de construction. Pour cela, ils ont probablement utilisé des traîneaux en bois. Il n'était pas très difficile de les tirer car le sable, mélangé à la bonne quantité d'eau, était assez lisse. Et 10 personnes pouvaient déplacer un traîneau assez facilement, même avec une pierre qui pesait 1 tonne. Enfin, un dernier problème, les pierres devaient être soulevées et mises en place. Les archéologues ont découvert les restes d'un système de rampes qui remonte à l'époque de la construction des pyramides. Il est fort probable que les Égyptiens aient conçu un système unique pour déplacer et tirer d'énormes blocs de pierre. Mais personne ne sait à quoi ils ressemblaient exactement. La thèse la plus répandue est qu'il y avait plusieurs rampes autour de la pyramide pour aider à déplacer les blocs. La rampe grandissait au fur et à mesure que la pyramide devenait plus haute. On suppose que les gens montaient les escaliers en tirant la pierre sur un traîneau en bois situé au milieu d'une rampe en sable. Cela en fait n'est qu'une des options. Certains disent que les rampes faisaient le tour de la pyramide, d'autres affirment que les rampes étaient à l'intérieur. Mais nous ne serons jamais certains, et cela restera toujours un mystère. D'ailleurs, c'est ce que voulaient les Égyptiens de l'Antiquité. Étonnamment, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur des pyramides. La plupart d'entre elles ne sont que des pierres solides avec très peu d'espace ouvert. Mais jetons un rapide coup d'œil à l'intérieur de la plus grande des pyramides de Gizeh. Depuis l'entrée, il y a 2 escaliers, l'un qui descend et l'autre qui monte. Celui qui descend vous emmène à une chambre située sous terre. C'est là que se trouvent les pharaons, mais pas dans cette pyramide, car Khufu voulait rester plus haut. La chambre souterraine est en partie inachevée. La pièce avec le sarcophage de Khéops est nommée la chambre du roi. On y monte à l'étage, puis on traverse la grande et longue galerie. Sous la chambre du roi, il y a une pièce appelée la chambre de la reine. Cependant, il n'y a pas de reine, et personne ne sait pourquoi la pièce s'appelle ainsi. Malheureusement, aucune de ces pièces n'a de hiéroglyphes sur les murs. Elles sont tout simplement vierges. Si tu veux en voir, tu dois aller dans les autres salles qui sont décorées. Ces œuvres d'art sont des représentations de la culture et de la vie quotidienne de l'Égypte antique. Les textes permettent aux chercheurs d'étudier leur langue et leur grammaire. Malheureusement, les trésors qui se trouvaient autrefois ici dans la pyramide ont été volés depuis longtemps. De cette pièce, il y a de nombreux tunnels dont le but est inconnu. Il y a beaucoup de tunnels et de passages à l'intérieur des pyramides. Il y a beaucoup de chambres, de puits et de chemins. L'année 2160. Le lieu, l'océan Pacifique, au large des côtes du Japon. L'océan semble calme, du moins la surface semble l'être. Mais le fond est en train de se fissurer. Boum! La terre s'ouvre, le magma jaillit. La fissure déclenche un tremblement de terre et une quantité massive d'énergie est dégagée dans l'océan. Et maintenant, la gravité entre en jeu. Elle tire l'eau vers le bas et la déplace de plus en plus vite. C'est un tsunami. Une vague aussi haute qu'un gratte-ciel fonce vers Tokyo à 800 km/h. Cela représente des millions de tonnes d'eau. Ce serait génial de la prendre en photo, mais nous n'avons pas le temps d'admirer la puissance de la nature. Le tsunami est sur le point de frapper la baie de Tokyo.
la vague s'écrase sur le rivage et commence à attaquer la plus grande structure de la planète, la métropole pyramidale de Tokyo. Elle fait 2000 mètres de haut, soit 5 fois la hauteur de l'Empire State Building. Imagine que toute la population de Denver dans le Colorado vive et travaille dans un seul bâtiment. La métropole pyramidale de Tokyo, MPT, peut accueillir 750 000 personnes à la fois. Étonnamment, la structure résiste à l'impact et la plupart de l'énergie du tsunami semble avoir simplement disparu. Cette fois, l'ingénierie tient tête à la nature. La MPT a été construite par la société Shimizu, qui a été fondée en 1804. La pyramide est la structure la plus stable qui soit. Si tu as du mal à le croire, va en Égypte et observe les grandes pyramides de Gizeh. Elles ont déjà tenu au moins 4500 ans et sont toujours aussi solides. La MPT est construite sur l'eau et se compose de 204 pyramides individuelles. Elles ressemblent à des grappes de raisin empilées les unes sur les autres, 8 étages en tout. Seulement dans ce cas, chaque raisin a la taille d'un casino de Las Vegas. La MPT est creuse, c'est grâce à cela qu'elle résiste aux typhons et aux tsunamis. Elle ne prend pas le vent et les vagues de plein fouet, mais laisse toute cette énergie la traverser. Des robots et des systèmes de contrôle autonomes gèrent l'endroit. Ils fonctionnent grâce à l'énergie solaire, éolienne et marémotrice. Les pyramides sont reliées par des passages d'une longueur cumulée d'environ 137 km. Ils relient toutes les zones et sont entretenus par une intelligence artificielle qui trouve toujours le moyen le plus rapide d'aller de la pyramide A à la pyramide B. La MPT est manifestement la ville du futur, mais la technologie humaine n'est pas encore tout à fait prête pour cela. À l'origine, les ingénieurs ont décidé d'installer la pyramide sur 36 colonnes, toutes ancrées dans le fond de l'océan. Si tu construisais une pyramide de cette taille en acier et en béton, tu verrais 50 millions de tonnes de charge se presser sur elle-même. La MPT se serait effondrée sous son propre poids et aurait implosé dans l'océan. Il fallait quelque chose de 1000 fois plus léger que le béton, mais plus solide que l'acier. Alors, quel est ce matériau futuriste ? Regarde cette antiquité. C'est la première voiture de la planète dotée d'un moteur à combustion interne. Elle a pris la route pour la première fois en 1885. Et voici le premier satellite artificiel que les humains aient lancé dans l'espace. Il n'a fallu qu'une évolution pour passer de la première calèche sans chevaux à notre premier vol dans l'espace. Cette MPT n'a pas l'air si ridicule. Nous sommes capables de tout faire. La solution est le carbone, et il est partout. De la tige de ton crayon au diamant de ta couronne, de ta bague jusqu'à la mèche de ta perceuse industrielle. Mais il ne faut pas seulement du carbone ordinaire, il faut du graphène. C'est un type de carbone à partir duquel on peut fabriquer des nanotubes. Ils sont plus fins qu'un cheveu humain, mais 400 fois plus résistants que l'acier. Et le plus important, c'est qu'ils sont légers. Les nanotubes ne sont pas affectés par les produits chimiques, l'oxygène ou l'eau. Parfait pour la MPT. C'est juste une façon élégante de dire qu'elle ne va pas rouiller. Shimizu a des projets en vue d'une centrale électrique sur la Lune, ou d'une ville sous-marine, voire de transformer le désert du Sahara en une immense oasis, et bien plus encore. Mais ils ne sont pas les seuls à vouloir changer le monde. Les Pays-Bas font 2 fois la taille du New Jersey, et environ 30% de leur territoire se trouve sous le niveau de la mer. Pour protéger leur pays de l'eau, les Néerlandais ont construit des digues, beaucoup de digues. Mais ce n'est qu'une stratégie défensive. En 1986, ils ont décidé de passer à l'offensive et de reprendre une partie des terres à la mer. La première digue faisait 30 km de long. Elle a essentiellement transformé une baie en un lac. La deuxième a scellé l'affaire. Après 42 ans de travail, les Pays-Bas se sont offerts une toute nouvelle province, plus grande que Los Angeles. Les humains ont fait la même chose dans le monde entier, comme à Hong Kong, aux Philippines ou en Italie. Et si on construisait des choses sur une Terre qui est déjà de la Terre ? Avant les missions de la NASA vers Mars, le projet le plus cher de l'histoire était la construction du système d'autoroute inter-État des États-Unis. Il a fallu environ 35 ans pour le terminer. En monnaie d'aujourd'hui, il a coûté environ 530 milliards de dollars. Tout cet argent a permis d'achever 74 000 km de route, soit l'équivalent de presque 2 fois le tour du globe. Il y a plus de 270 millions de véhicules aux États-Unis, plus qu'au Japon, au Brésil, en Inde et en Allemagne réunis. Mais en termes d'efforts purs, les routes de Rome étaient bien plus impressionnantes. Plus de 2000 ans avant la première automobile, les Romains ont construit un énorme réseau de routes de 80 000 km de long.
Elle s'étendait de l'Irlande à l'Égypte et de la Turquie à l'Espagne. Les routes étaient plutôt sûres et les voyageurs pouvaient séjourner dans des hôtels, dîner dans des auberges ou faire parvenir un courrier par voie postale. Seulement environ 30% de la surface de la Terre est constituée de terre. Les océans, les rivières et les lacs du monde sont pleins de vie, et cela semblait être une tâche ridicule de cataloguer tout ce qui y vit. Mais 2700 scientifiques de 80 pays ont décidé de faire équipe pour accomplir ce but. Budget de l'opération, 650 millions de dollars. Ces scientifiques ont passé 10 ans à chercher des espèces anciennes et nouvelles. C'était l'un des plus grands projets scientifiques jamais tentés. Ils ont même découvert environ 6000 nouvelles espèces de poissons, de calamars et d'algues. La Grande Muraille de Chine est immense, 21 000 km de murs, de barrières naturelles et de tranchées. Cela équivaut à environ 2 fois la distance entre l'Alaska et l'Australie. Elle a été construite sur une période de 2000 ans, sans camions, sans bulldozer, sans électricité. Juste la force brute des ouvriers. La Chine moderne n'a pas vraiment perdu la main. En 2 ans, la Chine a utilisé plus de béton pour la construction que les États-Unis ne l'ont jamais fait. De toute leur histoire. Routes, villes, aéroports, tout est gigantesque là-bas. Le barrage des Trois Gorges est clairement la nouvelle Grande Muraille de Chine. Plus de 2,3 km de long et 180 mètres de haut. Et il y a 3 fois plus de béton et d'acier que dans le barrage Hoover des USA. C'est la plus grande structure en béton du monde et elle a coûté environ 37 milliards de dollars. Plus d'1 million de personnes ont dû faire leur bagage et déménager pour lui faire place. La Suisse possède le tunnel ferroviaire le plus long et le plus profond de la planète. Sous les sommets enneigés des Alpes, les constructeurs ont creusé 56 km de tunnel. Chaque jour, 200 trains de marchandises et de passagers le traversent. La quantité de roches extraites pour construire le tunnel est à peu près la même que celle de 5 grandes pyramides. Le tout a coûté environ 12 milliards de dollars. L'Égypte est l'une des plus anciennes nations de la planète. Mais aujourd'hui, on y construit l'une des villes les plus récentes au monde. Elle fera à peu près la taille de Singapour et sera peuplée de 6 millions de chanceux. Il y aura des logements, des bâtiments gouvernementaux, des divertissements et même un opéra. Ainsi qu'un parc immense qui fera passer Central Park pour un petit jardin privatif. Quand elle sera terminée, ce sera la nouvelle capitale de l'Égypte. Pourquoi se donner tout ce mal ? Eh bien, car d'ici 2050, le Caire comptera environ 40 millions d'habitants et ils auront bien besoin d'une nouvelle ville. Les premiers vols vers la Lune ont coûté environ 280 milliards de dollars en argent d'aujourd'hui. Mais SpaceX compte démocratiser cette expérience. L'entreprise prévoit de fonder une colonie sur Mars avec une population d'1 million de personnes d'ici 2050. Ils affirment qu'une fois le programme lancé, tu pourras acheter un billet pour Mars pour seulement 100 000 $. Mais le plus grand projet scientifique jamais réalisé est sans aucun doute la Station spatiale internationale. Elle pèse autant que 2 Boeing 747 et traverse l'espace à la vitesse de 28 000 km/h, soit 8 km par seconde. La station orbite autour de la Terre 16 fois par jour, ce qui ne coûte pas rien. Heureusement, tout un tas de pays se partagent la facture, mais c'est certainement le room service le plus cher de toute la galaxie. Il faut compter 10 000 $ pour livrer une bouteille d'eau de la Terre à la station spatiale. À ce prix-là, il est important de savoir si elle doit être pétillante ou plate. Pensez au lac Enigma. Quel nom bien choisi! Il est déjà assez étrange, puisqu'il ne devrait même pas exister. Et pourtant, on vient d'y découvrir de la vie, loin sous la glace. Et cela pourrait même aider la NASA dans sa recherche de vie dans l'espace. Le lac se cache au cœur glacé de l'Antarctique. Ce n'est donc pas un bassin d'eau comme ceux qu'on connaît, mais plutôt un bloc de glace en forme de lac. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Récemment, des scientifiques italiens ont percé un secret enfoui depuis des âges. Une véritable étendue d'eau. Et dans cette eau, la vie foisonne. On y trouve divers micro-organismes, et même de petits prédateurs étranges, ce qui est incroyable quand on sait qu'Enigma se situe dans une région reculée et impitoyable de notre planète, la Terre de Victoria du Nord, en Antarctique. Tout le pôle sud est glacial, mais là, oula, les températures peuvent chuter jusqu'à moins 41 degrés Fahrenheit. En moyenne, on tourne autour de 7. Beuh, ça pique! Comme on l'a dit, ce lac ne devrait même pas être là. L'Antarctique est techniquement le plus grand désert de la Terre.
même s'il est couvert de neige, car il y fait extrêmement sec. Il n'y pleut pas, il neige très peu et le soleil évapore à peine quoi que ce soit. Et même quand il y a de l'eau, les vents furieux assèchent tout en un rien de temps. En y réfléchissant, ce lac devrait perdre l'incroyable volume de 7 millions de pieds cubes d'eau chaque année. Pourtant, l'eau reste là. Pourquoi? Eh bien, personne ne le sait. Les scientifiques pensent qu'il existe peut-être, en profondeur, une source qui l'alimente sans cesse. Mais ils ignorent totalement laquelle. Des rivières souterraines, de la glace qui fond, ou toute autre chose. D'où son nom, le lac Enigma. Le bloc de glace dont on parlait est permanent et incroyablement épais. Au moins 36 pieds, soit plus haut qu'un immeuble de 3 étages. Les chercheurs ont donc voulu voir ce qu'il y avait dessous. Ils ont utilisé ce qu'on appelle un géoradar, une sorte d'écho-sondeur ultra intelligent pour le terrain. Ce radar envoie des ondes radio invisibles dans le sol. Quand elles heurtent quelque chose sous terre, comme de la roche, de l'eau ou autre, elles reviennent vers l'appareil. En mesurant le temps de retour du signal et sa puissance, on peut déterminer la distance et ce qui l'a touché. C'est ainsi que les chauves-souris, les baleines et les dauphins voient sous l'eau. Et nous avons repris cette idée de la nature pour explorer des structures enfouies et des grottes cachées. Les scientifiques ont utilisé cet appareil sur toute la surface d'Enigma. Ils ont ainsi pu dresser une carte complète du monde enfoui sous la glace. Ce n'est pas l'eau elle-même qui les a surpris, mais l'écosystème unique qu'elle abrite. Malheureusement, pas de monstres secrets, ni de secrets extraterrestres cette fois. En revanche, on y trouve des micro-organismes qui n'existent peut-être nulle part ailleurs sur Terre. Ces créatures ont réussi à survivre dans un isolement total et un froid extrême. Ce n'est pas que ces micro-organismes nous soient inconnus. On les a déjà rencontrés, mais pas sous cette forme. Plusieurs groupes vivent là-dessous. Le premier groupe, ce sont les Bacteroidota. Ils adorent décomposer les molécules complexes, notamment dans notre estomac, et aident à digérer les fibres végétales coriaces. On les trouve surtout chez nous, mais aussi parfois dans les sols et les océans. Viennent ensuite les Actinobacteriota, de vrais chimistes de génie parmi les bactéries. Ils décomposent la matière organique, améliorent les sols et sont célèbres pour produire des antibiotiques. Une bonne partie de nos médicaments leur doit beaucoup. Le troisième groupe, ce sont les Pseudomonadota. Eux, ce n'était pas une surprise. Ils s'adaptent à tout, le sol, l'eau, le corps humain. Certains sont utiles, en aidant les plantes à pousser et les nutriments à circuler. Mais d'autres peuvent devenir des pathogènes opportunistes. Oula, les méchants! Mais la vraie surprise, c'est que le lac Enigma abrite énormément de Pathecibacteria, des bactéries ultra petites. Minuscules même pour des micro-organismes. Elles peuvent à peine fonctionner seules. Elles vivent donc souvent en symbiose ou en petits parasites, dépendantes de leurs hôtes pour les nutriments et le reste. Tous ces minuscules organismes sont peut-être très anciens. Ils pourraient remonter à l'époque où le lac n'était pas encore totalement gelé, il y a des centaines de milliers d'années. Ce qui est vraiment étrange, c'est de trouver ces bactéries dans le lac Enigma, surtout ces petits parasites. Les Pathecibacteria préfèrent d'ordinaire les milieux pauvres en oxygène, alors que ce lac en est très riche, sans même parler des presque 40 pieds de glace au-dessus. Tout cela veut dire que, même si on connaît ce groupe, ces lignées précises pourraient nous être nouvelles. Elles ont peut-être développé des adaptations et des capacités uniques grâce à la chimie inhabituelle du lac. Elles dépendent probablement d'un réseau alimentaire très simple et très fragile. Certains de ces micro-organismes tirent leur énergie de la lumière, enfin, de la faible lumière qui arrive jusque-là, ou des composés chimiques du lac. Ceux qui vivent en symbiose survivent probablement sur leurs voisins, ou à l'intérieur d'eux. Oui, ces créatures microscopiques se chassent entre elles. Même dans un endroit pareil, impossible que tout soit paisible. Si l'on découvre leurs secrets de survie, on pourrait en apprendre davantage sur la chimie, la médecine et même sur la vie extraterrestre. Parce que si la vie peut tenir dans des conditions aussi extrêmes, alors elle peut sans doute apparaître presque n'importe où. Y compris chez nos voisines les plus proches, Europe et Encelade, les lunes de Jupiter et de Saturne. Elles cachent bel et bien des océans sous leur surface gelée.
et il y a maintenant de fortes chances qu'une forme de vie s'y trouve. L'Antarctique est peut-être ce qui se rapproche le plus d'une exploration extraterrestre, avant même qu'on atterrisse sur d'autres planètes. Le continent regorge de mystères cachés et de créatures surprenantes. Même loin du lac Enigma, le pôle Sud abrite la vie. Prenez les vallées sèches de McMurdo, souvent surnommées le Mars terrestre. Elles comptent parmi les endroits les plus mystérieux et les plus extrêmes de notre planète. Elles s'étendent dans la terre de Victoria, en Antarctique, et c'est l'un des endroits les plus secs de la planète. Ce n'est pas très surprenant vu leur nom. Étonnamment, contrairement au reste du pôle Sud, cette région est presque entièrement dépourvue de neige et de glace. Juste un sol immensément froid. On y trouve même parfois quelques dunes de sable, nichées entre les montagnes abruptes. Le sol est surtout couvert de graviers meubles et parsemé de roches anciennes faites de granit et d'une roche intéressante appelée gneiss. C'est le genre de roche qui en a vraiment vu de toutes les couleurs. En général, le gneiss naît lorsque du granit ou des roches sédimentaires subissent pendant un long moment une pression énorme ou une chaleur extrême. Un processus qu'on appelle le métamorphisme. Ces conditions sont si intenses qu'elles réorganisent littéralement les minéraux en couches. C'est pour ça que le gneiss présente ces superbes bandes feuilletées. En gros, c'est la version terrestre d'un gâteau à étages. Ce qui est fascinant, c'est que cet endroit est presque exactement resté comme il était il y a des millions d'années. Ces vallées sont comme figées dans le temps, et elles nous offrent un aperçu du passé lointain de la Terre. Et ça vaut aussi pour la vie. Là encore, les vents locaux sont terrifiants. Des rafales d'air froid qui dévalent les pentes et font s'évaporer la neige plus vite qu'elle ne peut fondre. Logiquement, on ne devrait donc presque pas trouver d'eau ici, et encore moins de la vie. Et pourtant, on peut encore tomber sur des lacs gelés et des bassins salés dans ces vallées sèches. La vie locale défie toute logique et bouscule notre compréhension de la biologie. Elle existe même à l'intérieur des roches. Des micro-organismes se cachent dans de petites fissures et crevasses légèrement humides. Au plus profond, on trouve des bactéries endolytiques. Elles sont incroyablement tranquilles. Au lieu de se déplacer comme d'autres micro-organismes, elles restent toujours à l'intérieur de leur petite maison de pierre. Comment survivent-elles? Grâce à la photosynthèse. Comme les plantes, elles exploitent les minuscules traces de lumière qui pénètrent dans les fissures. Un peu comme de petits panneaux solaires pour tirer leur énergie du soleil. Ailleurs, sous le glacier Taylor, vivent aussi des bactéries qui n'ont littéralement besoin de rien. Ni confort, ni soleil, ni même oxygène. Elles se nourrissent de roches poussiéreuses et de soufre pour alimenter leur étrange métabolisme. En décomposant le soufre et le fer, elles produisent l'énergie nécessaire à leur survie. Elles peuvent ainsi vivre dans les profondeurs à des températures négatives, totalement couplées de la lumière du soleil, de l'oxygène et du reste du monde. Cet endroit est fascinant, autant pour la vie qu'il abrite que pour l'absence de vie. Dans certaines zones des vallées, comme University Valley, oui, c'est bien son nom, le pergélisol est si rude qu'on n'y a trouvé aucun microbe. C'est peut-être l'un des seuls endroits sur Terre où la vie semble totalement absente, et l'idée fait plutôt froid dans le dos. Bref, les scientifiques veulent maintenant en apprendre davantage sur le lac Enigma et forer cet environnement semblable à Mars pour une raison bien précise, comprendre comment, à l'avenir, nous pourrions prélever des échantillons sur Mars. Nous connaissons tous certains symboles emblématiques. La Statue de la Liberté évoque les États-Unis, la Tour Eiffel incarne Paris, et ce masque, il ne fait aucun doute que c'est celui de Toutankhamon, n'est-ce pas? On pourrait croire que les historiens ont déjà exploré jusqu'au moindre détail de l'histoire du roi Toutankhamon, mais détrompez-vous. Les éléments les plus évidents passent parfois inaperçus. Par exemple, ce masque iconique ne lui appartenait pas réellement et n'avait jamais été conçu pour lui. Restez bien attentifs pour en savoir plus. Peut-on avoir un gros plan de ce masque? Merci. Vous remarquez ces trous? Ils servaient à fixer des boucles d'oreilles. Et le fait est que dans l'Égypte ancienne, les boucles d'oreilles étaient principalement portées par des femmes ou des enfants de haut rang. Si vous connaissez bien l'histoire, vous pourriez objecter « Mais Toutankhamon était un jeune garçon, n'est-ce pas ?» Et vous auriez raison. Il a accédé au trône à seulement 9 ans. Hélas, son règne fut de courte durée, car il est mort très jeune. À 9 ans, il portait donc peut-être encore des boucles d'oreilles, mais il a probablement cessé d'en mettre en grandissant.
Cela semble logique, n'est-ce pas? En réalité, pas tant que ça. Il aurait été très surprenant que l'on prépare un masque funéraire pour un enfant, car personne ne s'attendait à ce qu'il meure si tôt. Et certainement pas à 9 ans. Sa disparition soudaine suggère plutôt que le masque utilisé n'était que la meilleure option disponible au moment de son trépas. D'autres indices indiquent que ce masque a été choisi dans l'urgence. Bien que son corps momifié ait pu attendre quelque temps, ses proches souhaitèrent lui assurer un passage rapide vers l'au-delà. Certains spécialistes pensent même que la peinture du tombeau n'avait pas encore séché lorsqu'il fut scellé. Pourtant, observez son masque. C'est une œuvre d'art. Impossible qu'il ait été réalisé à la hâte. Il est bien plus raffiné que les simples masques en cartonnage. Cette pièce emblématique mesure 53 cm de haut, est sertie de pierres précieuses et arbore une barbe postiche en or massif de 2,5 kg, portant le poids total du masque à 10 kg. D'accord, il faut admettre que tout cela devient un peu déroutant. On parle donc d'un masque d'enfant mais qui arbore une barbe. Je doute que vous ayez déjà croisé un garçon de 9 ans avec un bouc, et moi non plus. Prenons un instant pour y réfléchir. Le visage d'un adulte n'a rien à voir avec celui d'un enfant. Un détail intéressant, la croissance faciale ralentit considérablement après 16 ans, ce qui signifie qu'à sa mort, à 19 ans, Toutankhamon aurait indéniablement eu des traits d'homme. Imaginez un instant qu'on ait tenté d'ajuster un masque enfantin sur un adulte. Ça aurait été absurde et personne n'aurait pu laisser une telle erreur se produire. Écartons donc cette hypothèse. Venons-en à la seconde possibilité. Si vous vous souvenez bien, des spécialistes avancent que ce masque aurait d'abord appartenu à une femme. C'est précisément là qu'intervient la question de la barbe. Selon certaines analyses, elle aurait pu être ajoutée ultérieurement. Plus intrigante encore. Et si ce masque avait été conçu pour Néfertiti elle-même, avant qu'elle ne se retrouve privée du sien? Si cela s'avère exact, nous serions face à une double découverte. Pour l'instant, cela peut sembler relever du pur fantasme, mais explorons cette piste plus en détail. Toutankhamon est mort vers 1323 avant notre ère, probablement des suites du paludisme, sans compter d'autres problèmes de santé, comme une fracture à la jambe, qui indiquent un état physique précaire. Quant à Néfertiti, sa mort demeure entourée de mystères. Aucun document fiable ne précise ni la date, ni le lieu de son inhumation. On estime qu'elle aurait disparu vers 1330, avant notre ère. Mais rien n'exclut qu'elle ait vécu plus longtemps, et que ce masque ait été conçu pour elle avant d'être réattribué. Ou bien, peut-être s'est-on simplement servi de son masque funéraire pour Toutankhamon. Après tout, ils faisait partie de la même lignée. Enfin, d'une certaine manière. On dit qu'elle avait été sa belle-mère, ayant épousé Akhenaton, supposé être le père de Toutankhamon. Toutefois, cette filiation reste sujette à débat parmi les spécialistes. Il faut bien admettre que les liens de parenté dans l'Égypte antique sont un véritable casse-tête. Je vois bien que vous n'êtes pas totalement convaincu par l'idée que Toutankhamon ait pu hériter d'un masque féminin. Laissez-moi donc vous exposer une autre hypothèse. Voici Howard Carter, un archéologue célèbre pour avoir découvert la tombe du jeune pharaon. Située dans la vallée des rois, aux abords de Luxor, cette sépulture a stupéfié le monde entier par son état de conservation. En y pénétrant, Carter a relevé une anomalie. L'ensemble ne correspondait pas aux critères habituels d'un pharaon. Bien que raffiné, l'endroit dégageait une atmosphère singulière, laissant supposer qu'il avait été conçu pour une femme. De manière générale, les pharaons bénéficièrent de sépultures plus vastes, adaptées à leur rang. Et plus troublant encore, la disposition du tombeau suivait une orientation spécifique. Ce détail ne pouvait être ignoré. La configuration était typique des tombes destinées aux souveraines égyptiennes. Autre élément suspect, la structure semblait avoir été aménagée par étapes, et les quelques 2000 objets qui y avaient été déposés l'avaient manifestement été à la hâte. Plus étrange encore, nombre de ces artefacts paraissaient destinés à d'autres membres de la famille royale. Carter a mis au jour ce site funéraire en 1922, mais son caractère étrange demeurait inexpliqué. Près d'un siècle plus tard, Nicholas Reeves a pensé avoir percé le mystère. Selon lui, le roi Toutankhamon n'aurait peut-être pas été le premier occupant de cette tombe. Il a avancé l'hypothèse que le tombeau inviolé de la reine Néfertiti pourrait se dissimuler derrière les parois de la chambre funéraire du jeune pharaon. Nicholas a passé des mois à analyser des clichés en haute résolution, scrutant chaque pixel avec minutie. Un jour,
Il s'est attardé sur des scans détaillés révélant la texture des murs sous les couches de peinture. Il a alors cru discerner les contours de 2 portes dissimulées, scellées et recouvertes d'enduit pour les rendre invisibles. Plus il observait, plus l'idée paraissait plausible. Pourrait-il s'agir d'un tombeau dans un tombeau? Il a ainsi émis l'hypothèse qu'une salle de stockage cachée se trouvait derrière le mur occidental du tombeau de Toutankhamon et que sa chambre funéraire ne constituait que la section la plus externe d'un ensemble de pièces agencées en enfilade. L'idée était séduisante, mais pardon de vous décevoir. La théorie de Reeves a été réfutée. Pour vérifier son bien-fondé, les chercheurs ont utilisé un radar à pénétration de sol afin de sonder l'invisible. Reeves pensait que d'éventuels vides dans la structure pouvaient révéler l'existence de salles annexes. En 2015, un expert a même cru en identifier une. Pourtant, après des vérifications approfondies l'année suivante, il est apparu qu'aucun passage secret n'existait. Néfertiti n'est d'ailleurs pas la seule souveraine d'Égypte dont le lieu de sépulture demeure une énigme fascinante. Une légende intrigante rapporte que Cléopâtre aurait un jour déclaré « Aucun homme ne trouvera jamais ma tombe ». Elle ne croyait pas si bien dire, surtout lorsque l'on sait que la personne ayant le plus progressé dans cette quête n'est autre qu'une femme. Plusieurs millénaires après la disparition de Cléopâtre, bien qu'aucun homme n'ait découvert sa tombe, l'archéologue Kathleen Martinez estime avoir percé le mystère. Depuis près de 20 ans, elle mène des recherches sur la sépulture de Cléopâtre VII et a récemment mis au jour un buste qui, selon elle, représenterait la célèbre reine. Cependant, son interprétation ne fait pas l'unanimité. Certains spécialistes jugent que le visage sculpté ne correspond pas à celui de Cléopâtre. Outre cette énigmatique statue de marbre, l'équipe de Martinez a exhumé 337 pièces, dont certaines, moins sujettes à controverse, arborent le profil de la reine. Toutefois, rien n'a été officiellement confirmé. L'existence du petit buste ne fait aucun doute. Taillé dans du marbre blanc, il tient dans une main et représente une femme couronnée, d'après un communiqué du ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités. La grande question, cependant, est de savoir qui il représente réellement. Martinez affirme qu'il s'agit d'une effigie de Cléopâtre VII, mais de nombreux archéologues soulignent que les traits de la statue ne correspondent pas et avancent qu'il pourrait plutôt s'agir d'une princesse. Enfin, brisons un instant le mythe. Certains pensent que la phrase attribuée à Cléopâtre « Aucun homme ne trouvera jamais ma tombe » est mal interprétée. Si elle l'a réellement prononcée, elle voulait sans doute dire « aucune âme vivante sans rapport avec le sexe de cette dernière ».